Bonjour tout le monde, on va commencer le webinaire VIH 101. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Mon nom est Martine Fortin, coordonnatrice de projet à la COQ-SIDA. Je suis avec Pierre-Henri Minaud, directeur général du portail VIH-SIDA du Québec, qui va donner la formation aujourd'hui. Je vais le présenter un petit peu plus en détail dans quelques minutes. La formation d'aujourd'hui est issue d'une formation que le portail donne généralement en personne en 2h30, 3h. Donc, Pierre-Henri a fait un bel exercice de synthèse pour pouvoir la donner dans un webinaire en 1h30. Il a quand même fait ça condensé, mais avec de la place pour les questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions à tout moment dans le webinaire avec la boîte de commentaires en bas à gauche où déjà certaines personnes ont fait du coucou. Puis, le 101 d'aujourd'hui, le 101 c'est toujours pertinent, mais il s'insère particulièrement bien dans la collaboration qu'on fait avec Kitty Réseau pour le cours d'apprentissage hybride de prévenir la transmission sexuelle du VIH. Il y a plusieurs personnes d'entre vous qui suivent le cours, donc le 101 va permettre d'avoir vraiment comme on s'attend, de voir les grandes lignes de qu'est-ce que le VIH, puis le cours va permettre d'approfondir certains aspects. S'il y a des gens qui font « Ah, c'est quoi ce cours-là? » Mais vous pouvez m'écrire un courriel, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Plus précisément, le webinaire pour aujourd'hui va permettre de se familiariser avec les connaissances de base autour du virus, de comprendre comment l'infection s'établit dans le corps et ses impacts, de connaître les modes de transmission et les méthodes de prévention, et de revoir les techniques de dépistage en vigueur au Canada. Donc, Pierre-Henri Minaud, directeur général du portail VIH-SIDA du Québec. En 2011, il devient travailleur de milieu auprès des hommes gays de Montréal en prévention du VIH et des ITSS. Et depuis 2012, l'action de Pierre-Henri au portail est de travailler sur l'accès et la diffusion des connaissances de base qu'il estime trop souvent négligées dans la prévention. Il a notamment participé au développement de Sexposé, la première application mobile québécoise de prévention, de Sextinfo, de l'information par message texte. Il participe également au programme Infotraitement. Donc, je te laisse la parole, Pierre-Henri. Merci Martine, bonjour tout le monde, merci d'être ici. Moi j'ai la tâche assez fastidieuse aujourd'hui de vous présenter, de passer à travers les bases, effectivement comme l'a dit Martine, liées au virus. Et je vous le dis tout de suite, on va aller assez rapidement. Comme l'a dit Martine, habituellement c'est une formation que je donne en 2h30. J'ai regardé un petit peu le cours aussi que Katie, pour ceux qui vont le suivre, le contenu du cours. Et donc il y a certains aspects que je ne vais pas forcément aborder dedans. J'invite les personnes qui ont suivi le VIH 101 en disant « Ok, je vais tout savoir sur tous les sujets », peut-être à me recontacter par après, à nous contacter au portail pour voir s'il y a besoin d'une autre formation, d'approfondir ou de justement mettre en place des formations les plus longues, là, celles en personne qui durent 2h30, 3h. On aura plus de questions. Aujourd'hui, on a 90 minutes et on a déjà 3 minutes de passer. Je vais devoir couper. Alors, sans plus attendre, si vous avez possibilité de poser des questions par clavardage en direct. Martine s'occupe de les récupérer. Je vous invite à le faire. N'ayez pas l'impression que vous allez me couper la parole. Je vous invite à le faire parce que c'est un VIH 101. Donc, si vous sort de cette heure et demie, vous avez encore des questions qui ont l'air basiques puis que vous n'avez pas eu de réponse, c'est qu'on est un petit peu passé à côté du principe de notre activité. Donc, n'hésitez pas. Ça va? Ça va. Clic. Ça fonctionne. C'est VIH 101. C'est un travail qu'on fait en ce moment avec le CAPAC en hépatite C, ainsi que nos amis de Aztec. C'est notre alliance de formation. Donc, nous travaillons fort à cette diffusion d'informations. C'est habituellement Patricia qui donne cette formation, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moi. Alors, génial. Avant tout, on parle de VIH 101. Je vous invite à passer avec moi à qu'est-ce que c'est que le VIH, tout simplement. Vous le savez, bien souvent, VIH, ça veut dire virus d'immunodéficience humaine. Qu'est-ce que c'est qu'un virus? Un virus, c'est une particule microscopique. On pourrait même dire que le VIH, c'est un rétrovirus, comme vous le savez. La différence avec un virus classique, c'est qu'il va pirater, il va aller s'incorporer à l'intérieur de cellules vivantes, quand un virus, souvent, va les détruire, on va dire ça comme ça. Donc le rétrovirus va utiliser le matériel génétique qui est à l'intérieur de sa capside, de son enveloppe, pour aller infecter et pour aller pirater le matériel génétique des cellules cibles. Donc cette cellule protectrice, cette coquille protectrice, pardon, je vais me lancer, s'appelle la capside. C'est en gros un mélange de sucre et de gras qui compose une petite enveloppe autour de matériel génétique. Cette capside est très fragile et je trouve que c'est absolument majeur de parler de cette capside quand on veut comprendre qu'est-ce que c'est que le VIH, parce que c'est elle qui
Si on savait tout ce que c'était, j'ai l'impression que ça démystifierait complètement le risque de transmission du VIH. La capside de l'hépatite C, par exemple, est beaucoup plus épaisse, est beaucoup plus résistante, ce qui fait qu'on a un virus d'hépatite C qui est résistant. On entend souvent qu'il résiste à l'air libre, qu'il vit à l'air libre, etc. Celle du VIH est vraiment très fine et se détruit très facilement dans des conditions qui ne sont pas celles qui sont idéales pour lui. Donc, de l'acidité, du frottement, de la chaleur, whatever, la capside se brise. C'est ce qui fait que le virus du VIH est extrêmement fragile. Et ça, c'est important de vraiment le garder en tête. Ça lui enlève énormément de ses facultés durables et terribles et inaliénables que le virus va se transmettre de toute manière. Et puis, c'est important de penser que c'est de la protéine. Ça veut dire qu'il n'est pas vivant. Et là, je vous invite dès le début à penser, changer le discours qu'on a souvent d'anthropomorphisme, vous savez, donner des émotions à des objets ou des actions humaines à des objets, parce que c'est inerte, le virus du VIH. Ça ne bouge pas, ça ne se déplace pas, ça n'a pas de stratégie pour aller infecter un ou une autre, et c'est vraiment un ensemble de protéines qui vont se déplacer pour des questions d'hydrogène, là, en gros, pour faire très simple. Et c'est important d'y penser parce que vous allez pas mal être amené à travailler tout le temps sur l'évaluation des risques de transmission et souvent dans l'appréhension de la situation qu'on a, les gens nous amènent un discours d'un virus qui se cache, qui attend le bon moment, qui est dans le noir, vous savez, vraiment qu'il y a une stratégie d'implantation dans le corps autour des mauvaises choses à faire. C'est pas vrai, c'est inerte, c'est pourri, ça bouge pas. Puisque ça ne vit pas, ça ne meurt pas. Donc j'invite aussi, souvent moi je fais attention à mon vocabulaire, j'essaie de dire, il va pas mourir à l'air libre, il va se détruire. Il vit pas. Vous voyez, est-ce que vous me comprenez? J'ai toujours je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, dans la conscience qu'on donne au VIH qu'il faut travailler. Bon, je m'étais dit, je vais pas rester trop longtemps là-dessus, sur ce concept-là, mais c'est important d'y penser. C'est un virus qui est fragile, qui contient du matériel génétique en faible quantité et qui est complètement inerte, qui ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même rentrer dans les corps, on va voir un petit peu tout à l'heure comment il s'implante, et il va aller cibler, ah oui, c'est là que ça bouge, merci Martine, il va aller cibler des cellules CD4. Vous connaissez ces cellules CD4, en gros, ce sont des coordonnateurs du système immunitaire, ils sont assis sur des lymphocytes, donc sur des gros mangeurs les grosses défenses du système immunitaire. Tu m'aides quand je trouve plus mes mots. Et donc les CD4 vont être la cellule cible de l'infection du VIH. Et vous voyez dessus, je crois qu'ils ont un petit pointeur laser. Vous entendez parfois parler de, ici, là, vous voyez, ça c'est un récepteur, il y a une flèche ici d'ailleurs, CCR5. On en parle souvent, puis il y a une action d'antirétroviraux qui agit au niveau des CCR5. En gros, c'est une fourche d'arrimage. C'est un endroit où, on va en parler dans la slide juste après, il peut y avoir des passages entre l'intérieur et l'extérieur du CD4. Donc vous avez ici un noyau qui contient du matériel génétique, on va voir sur la slide d'après. Vous avez ici une enveloppe également. Le CD4, en termes, c'est une cellule du système immunitaire et c'est ça, une enveloppe, un espace interstitiel, un noyau. Hop, slide d'après. On a en direct sous les yeux un moment d'intégration du virus dans une cellule CD4. Donc là, le virus est déjà à l'intérieur du corps, il est déjà amené à être au plus proche d'une cellule CD4 et on va voir sous nos yeux cet ensemble chimique et biologique qui fait qu'il peut y avoir une infection. Vous avez ici, j'ai toujours mon pointeur, vous avez ici un virus du VIH, je vous l'ai décrit tout à l'heure, la capside, et on voit à l'intérieur là, le petit zigouille rose, c'est le matériel génétique du rétrovirus. Vous avez ici votre CD4 qui ne se doute pas encore de ce qu'il attend. Au cours de cette première phase, c'est ça. Sur la surface du virus, plutôt, il y a une petite protéine qui s'appelle la transcriptase inverse, du moins la transcriptase, et ça va permettre aussi de se rapprocher, de se plugger sur la surface du CD4. On voit ici que ça s'est plugué dessus, et le virus télécharge son matériel génétique à l'intérieur de la cellule CD4. Donc, il s'est approché du CCR5 que je vous ai montré tout à l'heure, il s'est collé dessus, et il a téléchargé le matériel génétique. C'est ce qui fait que le CD4, il y a de l'ARN du VIH qui est à l'intérieur. Et dans ce phénomène de transcription, cet ARN va se composer, il y a un seul brin sur l'ARN, il va se mélanger à l'ARN qui est présent à l'intérieur du CD4. Donc le propre matériel génétique de la cellule CD4 va se composer avec le matériel génétique du VIH. Et vous voyez qu'au niveau de l'intégration, ce nouveau matériel génétique va rentrer à l'intérieur du noyau du CD4.
Vous prenez un ordinateur, vous lui changez sa carte mère, vous avez toujours un ordinateur, mais la carte mère a été modifiée. Vous venez de pirater la cellule CD4. Elle existe toujours, c'est toujours un CD4. Mais si vous lui changez son cerveau, là, son code génétique, eh ben, ça veut dire que ce CD4 ne fonctionne plus. Il ne fait plus sa job de coordination du système immunitaire. Il est toujours là, mais au bout d'un moment, il va lui-même se détruire parce que c'est compliqué d'être piraté. Et donc, on est sur la fin de vie du CD4, mais avant, évidemment, il va se passer pas mal de choses. Il va se faire en sorte que vous savez que le but du VIH, c'est juste de se répliquer. Et donc, une fois qu'il a piraté ce CD4, qu'il a changé le matériel génétique, le CD4 fait un phénomène d'assemblage, en fait, et va commencer à produire des virus du VIH. La réplication va se faire à l'intérieur de ce CD4, et par le phénomène de bourgeonnement, pour des trucs qui sont bien trop complexes et je n'y connais absolument rien, le virus va sortir du CD4 et va se répliquer, il va y en avoir plein qui vont sortir, et au bout d'un moment, le CD4 va se détruire. C'est ce qui fait qu'on va parler plus tard de destruction du système immunitaire, ça va se jouer à ce niveau-là. Ça veut dire que plus les CD4 répliquent, plus ils se détruisent aussi. Donc, c'est assez diabolique, très bien fait, je trouve, comme système. Je pense que c'est tout. Ça va? Oui, Super. très bien expliqué. Ah, fou. Ok, immunodéficience, donc on a parlé de virus, immunodéficience, ça porte son nom, immunitaire, système immunitaire, déficience, il y a un manque, il n'y en a pas assez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire immunodéficience? On va passer à travers une petite deux courbes magnifiques. Il est important de noter que c'est sans traitement. On parle de l'évolution naturelle de l'infection par le VIH, et donc on va voir qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça a comme effet à l'intérieur du corps. Vous avez une courbe, le pointeur, c'est vrai que si je le montre, vous ne le voyez pas. Ici, c'est une courbe de quantité. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas je ne vous ai pas mis de volume, etc. C'est juste pour avoir une idée de la représentation de ce que ça donne en évolution. Et ici, vous avez une ligne du temps. Parce que pareil, la ligne du temps, mais je ne vous ai pas mis 1 jour, 3 jours, 5 jours, 10 jours, 3 ans, 20 ans. Parce que à chaque infection, malheureusement, c'est spécificité. On a des idées générales un petit peu. On va en parler dans quelques minutes. Donc, quantité et ligne du temps. Vous avez également deux courbes que vous voyez bien qui sont notées, donc le compte des CD4 et la charge virale. Cette présentation-là, ce diagramme-là, c'est le temps zéro ici d'une infection par le VIH. Le virus vient d'entrer dans le corps. Je donne souvent une image d'une pièce remplie d'oxygène, oxygène CD4, et d'une étincelle qui va rentrer à l'intérieur de cette pièce remplie d'oxygène. L'étincelle étant évidemment le virus. Vous connaissez le principe, vous avez tous vu des films d'action où l'étincelle arrive, ça explose très fort. Ça explose, il y a plein d'oxygène, c'est une réaction en chaîne. Ça explose très fort et au bout d'un moment, l'oxygène est consumé et ça diminue, mais ça va couver encore un petit peu. Prenons ça comme image, disons que c'est une image un petit peu simplifiée, évidemment, de l'infection par le VIH. Le virus, il n'en faut pas énormément, mais quand même quelques copies, va rentrer à l'intérieur du corps et va se retrouver dans un corps où il y a à peu près ce niveau-là de CD4. Le compte des CD4, entre 800 et 1200, c'est à peu près la moyenne des personnes. Vous avez un système immunitaire fonctionnel, vous avez entre 800 et 1200 CD4 par millilitre, par mesure. Ça veut dire que votre système immunitaire est fonctionnel. Le virus va rentrer dans ce corps et vous voyez, il va s'éclater, il y a plein de CD4, il va se répliquer de manière très rapide en quelques jours. Ici, la charge virale, qui est le nombre de copies par millilitre de sang, il va y en avoir plusieurs millions, ça peut monter à plusieurs millions. Certains médecins m'ont déjà parlé de 30 millions des gens en primo-infection qui avaient une charge virale à 30 millions dans 1 millilitre de sang, c'est quand même vraiment pas beaucoup. Et donc, c'est ce qu'on appelle la primo-infection. Dans cette primo-infection, le corps, c'est la fameuse primo-infection avec toutes ces légendes, le corps, qu'est-ce qu'il a? Il a une attaque virale massive. Il a un système immunitaire qui va essayer de répondre, mais il a un corps étranger qu'il ne connaît pas, il n'a pas d'anticorps qui ont été faits à l'avance, c'est nouveau, c'est une nouvelle infection. Donc, il va réagir comme toute infection virale. Vous avez n'importe quel virus, vous commencez à faire de la fièvre, vous n'êtes pas bien, les raideurs musculaires, vous savez les fameux symptômes grippaux là. Donc, c'est ça en fait la primo-infection, c'est qu'il y a une charge virale très haute et une attaque massive du virus dans le corps. Au bout d'un certain temps, voilà, la courbe redescend. Vous voyez, ça c'est parce que certainement le système immunitaire commence à embarquer, les anticorps commencent à se faire, le corps quand même s'est dit hey,
on va réagir, là, j'ai encore Game of Thrones dans la tête, mais je suis sûr que ça se passe comme ça, il y a des commandants, il y a des généraux, puis... Et les anticorps ont commencé à attaquer le virus, l'infection au VIH, et ça va quand même, vous savez, c'est complexe, là, c'est pas binaire, là, il y a un VIH, il n'y a plus de système immunitaire, c'est un long processus quand même. Donc, le virus du VIH va diminuer, la charge virale va diminuer, et le compte de CD4 va remonter. Ça peut durer entre quelques mois et quelques années. C'est pour ça aussi que j'ai mis ici, j'ai coupé les lignes de temps, parce que ça peut durer. C'est pas défini, on sait pas. Je peux pas vous dire que c'est comme ça, nombre de jours exactement. C'est ce qu'on appelle la phase asymptomatique, on en entend souvent parler. C'est une phase dans laquelle c'est important que justement les gens sont en santé, ils n'ont pas de symptômes particuliers, leur vie n'a pas changé. Ils vont parfois se rappeler ils ont peut-être eu une grosse grippe ou pas, la primo-infection parfois, on n'a pas de symptômes non plus. Et c'est ça. Ça va continuer. On voit la phase 3 qui commence, la phase 3 qui serait comme la phase qu'on appelle le sida. Mais avant ça, c'est quoi? C'est une réactivation du virus du VIH, la charge virale. La charge virale va réaugmenter. Puisqu'elle réaugmente, on sait comment elle augmente, c'est qu'elle fait diminuer le nombre de CD4. Donc les deux courbes vont forcément aller ensemble. Et ça peut être un élément déclencheur, ça peut être un élément du vieillissement, ça peut être une comorbidité aussi, ça peut être une autre maladie qui attaque le système immunitaire. Donc, il est moins capable de contrôler l'infection par le VIH. Et voilà, ça peut être un ensemble de choses. Là, ça serait toute une autre conférence. Qui dit moins de CD4 dit que la charge virale augmente. Les CD4, le système immunitaire, il faut savoir qu'on a dans le corps 2,5 kg à peu près de bactéries en permanence. Là, vous savez, quand on monte sur la balance, on se dit « ouais, mais ça va, il y en a 2 kilos, c'est des bactéries ». C'est à petit peu près ça que vous avez dans le corps, au niveau de la bouche, au niveau de tous les corps humides, là, les parois humides. On a beaucoup de bactéries à ce niveau-là. Et c'est ça qui va amener, vous êtes habituellement habitué, capable de résister à ces infections dans les gencives, à tous ces petits virus du quotidien, mais avec un système immunitaire déficient, votre corps va moins être capable. Les cellules vont dégénérer, on va avoir une apparition parfois de plaques, de cancer, ça peut être des nouvelles infections dans la bouche. Certains dentistes vous diront qu'ils peuvent regarder qu'il y a des problèmes de santé immunitaire rien qu'en voyant certaines infections qu'il y a dans la bouche. Et c'est là que la phase symptomatique et le sida peuvent embarquer, c'est-à-dire que votre corps n'est plus capable de résister tant aux dégénérations de cellules qui amènent des maladies, tant aux maladies opportunes qui soit étaient déjà là, vous savez, les systèmes digestifs commencent à se dérégler, etc. Toutes les bactéries, vous n'arrivez plus à les contrôler, soit c'est des nouvelles bactéries des nouvelles infections, en fait, plutôt que des bactéries aussi, qui peuvent vous attaquer. Je t'interromps. Vas-y. Est-ce que tu peux faire un retour? Est-ce qu'il y a des symptômes pendant la primo-infection? Ah, les fameux symptômes de la primo-infection. Il y en a et il n'y en a pas. Donc, les symptômes de primo-infection, c'est une infection virale. Donc, le corps réagit, fait de la fièvre, on n'est pas bien, ça va vraiment pas, mais il n'y a pas de modification physique. On n'a pas de boutons, on n'a pas de plaque rouge particulière, sauf peut-être parce que votre corps fait du stress parce qu'il y a une attaque, alors il fait une plaque rouge, mais il n'y a pas de symptômes où quand on voit ça, on dit ça, c'est une primo-infection au VIH. Comme une grosse grippe. C'est une grosse grippe qui vous colle au lit pendant plusieurs jours ou pas. Il y a des personnes qui n'auront pas de symptômes de primo-infection. Et ça, c'est très important comme question parce que en intervention, j'ai eu du sexe non protégé lundi. Mercredi, j'ai eu la gorge, la tête, je me sentais pas bien, j'étais fatigué. J'ai une primo-infection parce que dans Google, mon médecin, j'ai tapé primo-infection VIH, j'ai vu mal de tête, mal de gorge. Puis comme j'ai eu du sexe non protégé la veille, c'est sûr c'est ça. C'est très certainement pas ça. C'est très certainement pas ça, et le VIH est tellement anxiogène que les personnes vont se checker partout, puis dire « mais ce bouton, je ne l'avais pas, cette ligne-là, ce tatouage, je ne l'avais pas ». Qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué de rattacher les symptômes à l'infection du VIH, et le seul moyen de le savoir, c'est de faire un test de dépistage. C'est clairement pas les symptômes. On va s'entendre que pour certaines personnes qui vont arriver chez leur médecin complètement malades, je suis un homme gay, j'ai des relations régulières, j'ai plusieurs partenaires, j'ai consommé ou pas, là, mais en tout cas, j'ai une prise de risque conséquente qui pourrait amener à une infection par le VIH. Puis j'ai une grosse grippe qui passe pas. Il se peut que mon médecin me fasse un test de dépistage d'une certaine unité, un PCR, là, pour avoir tout de suite une idée, pour attraper l'infection pendant la primo-infection, parce que
Qui je suis, qu'est-ce qui c'est de moi, mon parcours clinique et mes symptômes grippaux très intenses peuvent être un signe, mais on va laisser ça au médecin en fait. Je vous invite à ne pas vous autodiagnostiquer à partir des symptômes, surtout que parce que moi depuis ce matin j'ai un peu mal au crâne. Tu vois, j'ai hâte de finir pour aller sur Google voir ce que j'ai. Ça va, ça répond à la question à peu près pour les symptômes. C'est pas binaire, il peut y en avoir, puis il peut ne pas y en avoir. Et À se voilà. rappeler qu'on ne peut pas finalement détecter juste par des symptômes Non. si le test de dépistage. Non, on ne peut pas faire le 1 plus 1 égale 2. J'ai eu une relation non protégée, j'ai eu des symptômes après, j'ai le VIH. C'est bien plus compliqué que ça. Donc, pour continuer dans ce développement de la phase SIDA, en fait, je l'appelle phase, mais j'aime pas ce mot-là. C'est très linéaire, comme si on passait d'étape par étape. Mais en tout cas, voilà, c'est un ensemble de symptômes qui fait que le médecin, à un moment, dise « Monsieur, madame, vous avez le sida. Vous avez un ensemble de symptômes qui fait que… » Mais on peut quand même vous traiter. C'est la bonne nouvelle, c'est que donc cette évolution-là est sans traitement. On parlera plus tard du traitement, mais pour la petite histoire, si on applique un traitement, c'est pas la bonne souris, ces courbes-là vont certainement rester là. Hop, 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 ça va durer, puis les courbes vont pas se rejoindre. Les traitements vont empêcher que la charge virale remonte, elle va se maintenir à un niveau extrêmement bas, voire supprimée, on en parlera plus tard, et les CD4 vont être protégés puisqu'ils ne sont pas attaqués par le virus du VIH. Le traitement va faire en sorte qu'on ne développe pas la phase SIDA. Si le SIDA n'est pas si avancé, on peut également le traiter avec des antirétroviraux. Et une personne qui a été diagnostiquée ici parce que sa pneumonie ne passait pas, parce que, etc. Il y a des gens qui arrivent, n'ont jamais diagnostiqué à l'hôpital, ils ont des symptômes de certains cancers, etc. Puis on va découvrir un VIH à ce moment-là. On peut les traiter, ça va être plus difficile, le système est abîmé, mais il y a des personnes qui vont ressortir, si on peut dire, de la phase SIDA, et les CD4 vont remonter, la charge virale va baisser, les personnes ne seront plus, cliniquement parlant, en phase SIDA. Des fois, on dit qu'on peut guérir du sida, mais pas du VIH. Ouais, ben, je pense que qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce que c'est une façon de dire on peut guérir du sida? Je ne sais pas comment le dire, mais on peut traiter le sida, ça c'est sûr. Le problème du sida, c'est que si vous avez un cancer de Kaposi qui s'est développé pendant votre sida, il faut traiter le cancer maintenant. Les antirétroviraux, ça ne traite pas le cancer, ça traite le VIH, mais après, il faut aller dans… donc les personnes décèdent du sida, mais elles peuvent avoir un CD4 assez élevé puis une charge virale assez basse. Elles vont décéder du sida à cause des maladies qu'elles auront développées en ayant un système immunitaire abîmé. Tu vois le truc? Oui. Super. On continue? Ça va? Pas de questions? Yay! Alors, VIH, le H humaine, parce que je vous ai mis une photo de mon chat et de mon singe. Non, ok, c'est pas mon singe. Et puis c'est pas mon chat. Mais parce que le VIS, le virus de l'immunodéficience simienne, et le VIF, le virus d'immunodéficience féline, vous avez tous vu, quand vous regardez pendant des heures des sites de refuge pour les petits chatons, il y a souvent marqué s'ils ont le sida ou pas, parce que le sida des chats existe aussi, et se traite par antirétroviraux, si vous en avez les moyens. Il n'y a pas de transmission d'une espèce à l'autre, il faut bien, vous allez me dire, oui, mais si, on sait que ça descend du singe, etc. On parle de mutations, on parle de milliers d'expositions, de millions peut-être d'expositions très conceptuelles. On est quasiment incapable d'expliquer ce passage d'une espèce à une autre, mais effectivement, ça viendrait du VIS. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que sinon, ça voudrait vous dire, oui, ça pourrait passer d'une espèce à l'autre. Non, on oublie ça, là. on n'en est plus là. Ah ben non, c'est l'autre flèche. Hop, ça va, vous tenez le coup? Un petit lexique en quelques mots. PVVIH. PVVIH, c'est la bonne façon de parler des personnes qui vivent avec le VIH. C'est pas d'autres mots. C'est pas d'autres mots qu'on lit partout. Moi, je suis perturbé, je ne sais pas où je m'en vais. C'est pas sidatique, c'est pas sidéen. Personnes vivant avec le VIH, c'est positif. On vit avec le VIH, comme je vous l'ai montré. Ça a été les personnes elles-mêmes qui ont dit « nous sommes les personnes vivant avec le VIH ». Nous ne sommes pas les malades, nous ne sommes pas les victimes du VIH. Alors, séropositivité. Séropositivité, je l'ai mis parce qu'on l'utilise énormément, puis on ne sait pas toujours qu'est-ce que ça veut dire. Séropositivité, ça veut dire répondre positivement à un test de sérologie. On peut tous se tester autour de la table, on fait un test de sérologie, il va y avoir
4 formes de réponse: séropositif, séronégatif, indéterminé, non concluant. Je vous passe les indéterminés et non concluants, mais en gros, on va répondre positivement à une sérologie ou négativement à une sérologie. Donc, votre médecin, le jour où vous avez l'hépatite B, il peut vous dire, ou la grippe, salut, tu es séropositif à la grippe. Il ne va pas vous le dire parce que l'usage de mot séropositif a fait que c'est devenu séropositif au VIH, toujours. Mais si vous voulez être précis, si vous voulez dire la bonne chose au bon endroit, vous pouvez préciser séropositif au VIH parce que ça veut dire que la personne, si on lui fait un test de dépistage, elle répond positivement à une sérologie du VIH. C'est ça. Bon. Personne ne vous jettera et puis vous dira « t'as pas dit le bon mot si tu dis séropositif », mais c'est intéressant de le savoir. Période fenêtre. Période fenêtre, je l'ai mis parce qu'on ne sait jamais très bien s'en servir, puis je sais que je ne vais encore pas réussir à l'expliquer comme il faut, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais période fenêtre, ce n'est pas la même chose que délai minimal avant de pouvoir se faire tester. On va reparler du test de dépistage tout à l'heure, mais la période fenêtre, c'est une période, et on va évaluer que dans cette période, qui est à peu près de 11 jours à 3 mois, dans cette période, on va trouver la majorité des cas positifs. C'est dans cette période-là que la grande majorité des résultats positifs auront été trouvés. Donc cette période montre bien qu'au bout de 3 mois, tous les résultats positifs seront trouvés si on teste encore au bout de 3 mois. Mais ça veut dire aussi qu'on peut en trouver avant 3 mois. Donc le délai minimal au Québec, on dit souvent, 4e génération, prise de sang, on va y revenir plus tard, 6 semaines. Vous êtes sûr, vous tombez dedans, 6 semaines, c'est fiable à plus de 99%, quasiment à 6 semaines. Et au-delà de 6 semaines, l'INSPQ dit aussi qu'il y a 0% de probabilité qu'un résultat positif ne soit pas trouvé au-delà de 6 semaines. Mais voilà, c'est un doux mélange entre période fenêtre et délai minimal. Peut-être qu'on devrait arrêter de parler de période fenêtre, puis parler beaucoup plus de délai minimal. On pourrait trouver au bout de quelques jours, mais ça ne serait pas assez fiable. Ah, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Empêche-moi de partir comme ça. Ok, charge virale, la fameuse charge virale dont on parle depuis tout à l'heure. Pour être beaucoup plus précis, une charge virale, c'est la quantité de copies du virus du VIH qui sont contenues dans 1 millilitre de sang. On prend 1 millilitre de sang, on regarde dedans, puis on compte. Puis notre outil, il peut zoomer pour aller compter. Il dit, oh, il y en a 300, il y en a hop, puis à un moment, il dit, il y en a 40. J'ai du mal à voir combien il y en a en dessous. On dit qu'en dessous de 40, on n'est pas capable de compter combien. Donc, on considère que la charge virale est supprimée entre 0 et 40. Il peut y en avoir 37, on ne va pas le savoir. Il peut y en avoir 22, on ne va pas le savoir. Il peut y en avoir 0, on ne va pas le savoir non plus. Notre maximum de zoom sur la quantité, c'est 40 copies par millilitre de sang, ce qui est quasiment rien. Je vous parlais de plusieurs millions tout à l'heure. 40 copies, c'est quasiment rien. C'est supprimé, en fait, on considère ça supprimé. La charge virale, il y a quelques années au Québec, était de 50. On a vu que la technologie nous permettait de passer à 40. Ces derniers temps, dans les médias, on a parlé, quelqu'un a trouvé 20, etc. On peut compter, on peut aller encore plus loin, puis on peut savoir qu'on a 7, c'est possible. Mais ça n'a aucun intérêt au sens clinique, ça n'a aucun intérêt au grand public. Et c'est pas parce qu'un médecin en a trouvé 17 qu'à partir de maintenant, la charge virale indétectable, c'est à 17. C'est plus complexe que ça, et c'est pas forcément une condition d'accès à la technologie, mais plus un consensus qui se fait par les experts, les biologistes, les cliniciens, etc. Donc la charge virale, on aura le temps d'en reparler énormément de fois, dans énormément de moments, c'est quelque chose de majeur. Ça va? C'est mesuré dans le sang. On trouve aussi des charges virales dans l'ensemble des fluides corporels. Mais la plus reconnue, la plus fiable, certainement la plus accessible dans un test médical, c'est dans le sang. Il peut y avoir des fluctuations de temps, c'est-à-dire peut-être la charge virale dans le sperme ne va pas être exactement la même que dans le sang au moment où on va faire la mesure dans le sang, mais il y a quand même une corrélation, là ça se suit à quelques jours près, là une charge virale qui est devenue indétectable dans le sang va certainement devenir indétectable dans le sperme également. Donc c'est pas... Tu peux pas avoir 3 millions dans le sperme puis supprimer dans le sang. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas de questions? Pas de questions. Génial. Comment se transmet le VIH? Eh bien, je vais vous laisser le cours de Katie. Alors, les tests de dépistage. Non. Comment se transmet le VIH? Pour faire simple, il est possible de se dire qu'il y a 5 conditions indissociables. Si vous n'avez pas la première et vous avez les 4 autres, il ne peut pas y avoir de transmission. Si vous n'avez pas la troisième, vous avez les 4 autres, il ne peut pas y avoir de transmission. Si vous n'en avez qu'une sur les 5, il ne peut pas y avoir de transmission. Pour qu'il y ait une transmission, il faut que de base, vous ayez ces 5 conditions. Mais
et c'est bien plus compliqué que ça, c'est pas parce qu'il y a ces 5 conditions qu'il y a une transmission. On a regardé tantôt le passage, l'ARN, etc. Là, tu sais, l'ARN, c'est vraiment pourri comme matériel. C'est pas fiable. Si tu investis tout ton argent dans l'ARN, je vais te dire, peut-être tu devrais en mettre un petit peu plus sur de la pierre, acheter un appartement, parce que c'est pas fiable du tout, et il y a plein de moments dans l'intégration, la transcription qu'on a vu tout à l'heure, où ça va pas marcher, ça va pas fonctionner, ça va pas être viable, et il y aura jamais d'infection, même si ces 5 conditions de transmission se sont faites. C'est pas parce que le VIH rentre à l'intérieur du corps qu'il y aura une transmission. Souvent je dis ça, si c'était ça, tout le monde aurait le VIH, certainement. Parce que c'est pas parce qu'il y a ces 5 conditions qui sont remplies que c'est systématique. OK? C'est clair. Je te prends comme public témoin, Ouais, Martine. Si toi tu comprends pas, je suis foutu. Alors, ces 5 conditions, on va les passer un petit peu comme ça. Bon, normalement, c'est un prédit, il y a une animation, vous n'avez pas un gros stop rouge dans la face qui vous apparaît quand on en parle. Qu'est-ce que ça veut dire un autre potentiel? Ça veut dire qu'on a montré tantôt, ça veut dire un singe, un chat ou un humain, en gros. On ne peut pas infecter un lave-vaisselle, un siège de bureau, une bolle de toilette, une mouette ou de la nourriture, de la bière, en plus de la bière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut un système immunitaire viable et que le VIH ne se transmet pas de manière indirecte. Ça veut dire que, moi j'ai eu des questions de gens qui ont utilisé des jeux sexuels, mis au lave-vaisselle, puis est-ce que le lave-vaisselle est infecté, puis ensuite va infecter la vaisselle qui va m'infecter moi-même? Non, la capside est pourrie, le VIH se détruit, et puis un lave-vaisselle n'est pas infectable par le VIH, sauf s'il a un système immunitaire consistant, ce qui normalement n'a pas. Donc cette question de l'hôte potentiel est importante parce que actuellement ça prend un humain, un autre humain, et c'est ça qui va pouvoir faire une transmission. On peut pas. Bon, enfin voilà, vous avez compris le principe. Là, je pense que la transmission par la chaise de bureau, on en parle, mais c'est pas réaliste. Ok, il y a 2 éléments dans la deuxième condition, la présence de virus et en quantité suffisante. La présence de virus, parce que si votre humain est séronégatif et votre autre humain est séronégatif, il n'y aura pas de transmission du VIH. Peut-être c'est un scoop si vous ne le savez pas, le VIH ne se développe pas, il se transmet. Il n'est pas contagieux, il n'est pas dans l'air, il n'est pas aérien, il ne va pas arriver, c'est pas parce que tu as du sexe non protégé avec quelqu'un que tu vas avoir le VIH, c'est parce que tu auras une relation à risque non protégée avec quelqu'un qui a le VIH qu'il y aura transmission du VIH. Oui, mais c'est comme quelqu'un qui a le VIH qui n'est pas sous traitement. Quelqu'un qui a le VIH qui n'est pas sous traitement, c'est bien entendu ça, mais il faut qu'il y ait une présence de virus. S'il n'y a pas de virus, il n'y a pas de transmission. Puis si je dis ça, c'est parce qu'on a des questions. Et alors, en quantité suffisante. On parlait justement tout à l'heure, normalement vous ne regardez pas encore le panneau stop là, mais on parlait justement tout à l'heure de la quantité suffisante, de la charge virale indétectable. Et c'est là qu'il faut voir ça à 2 niveaux. Comment j'explique ça facilement? J'ai mis des petites gouttes de sang, parce que des petites gouttes de sang, là, puis ça, à côté, là, c'est pas des je sais pas quoi, c'est des aiguilles d'acupuncture, parce qu'il y a souvent ces questions d'aiguilles d'acupuncture et tout. Les aiguilles d'acupuncture, imaginez, ok, je t'enfonce tellement une aiguille d'acupuncture dans le corps qu'il ressort, puis ça va toucher son système sanguin. Oui, il y a peut-être du sang dessus, mais c'est pas une quantité suffisante. Ça s'appelle une trace. C'est pas parce qu'il y en a qu'on a trouvé dans un microscope, dans un fin fond d'un laboratoire secret qu'on a trouvé, ça veut pas dire que c'est transmissible. Il y a une question? Une question par rapport, il y avait plus de cas, je pense, dans les années 90, ou en tout cas de transmission du virus par tatouage. Je comprends que l'aiguille des tatouages rentre plus profondément, mais est-ce que tu pourrais développer un petit peu par rapport à ça? J'y arrivais. Il faut savoir qu'on a un public de 250 personnes qui est devant nous. Donc, allez. J'ai pris volontairement des aiguilles d'acupuncture parce qu'elles sont, ce sont des aiguilles, ce ne sont pas des seringues. On va dire qu'elles sont pleines. Donc, on a souvent ces questions, moi, c'est les aiguilles de tailleur sur les chemises. Puis, est-ce que peut-être l'aiguille avait touché quelqu'un qui avait peut-être ça, machin, bidule? Non. C'est plein. Il n'y a pas de réservoir, il n'y a pas de contenant de sang qui pourrait sous-entendre qu'il y aurait une plus grande quantité par rapport à une seringue, par rapport à une aiguille de tatouage qui contient de l'encre, pas qui contient là, mais il n'y a pas de... Non, le tatouage, c'est une mauvaise idée, je vais t'expliquer pourquoi juste après. Mais c'est ça, c'est cette quantité suffisante, puis il faut donner son pouvoir caoutchouc à la peau. La peau, tu perces avec une petite aiguille, ça va pas s'ouvrir en grand devant l'aiguille, là, ça va serrer, là, je ne sais pas comment le dire, ça va essuyer l'aiguille quasiment. Il faut vraiment ramener, il faut enlever le pouvoir ultra contagieux, transmissible au VIH, puis il faut le ramener à une chose bête et méchante,
de quelque chose de sale, puis c'est pas parce que c'est pas parce que c'est dégueulasse que c'est à risque, c'est pas la même chose. Et donc, s'il y a eu un contact avec du sang puis qu'il n'y en a plus, ben c'est qu'il n'y a plus de risque de transmission, tout simplement. Le côté du tatouage, l'hépatite C, on va beaucoup parler de risque de transmission parce que le virus de l'hépatite C peut être dans l'encre. Donc, peut être dans le contact léger avec le sang, peu de virus, va aller dans l'encre, va utiliser aussi le matériel. Il y aura beaucoup plus de potentiel de transmission avec le virus de l'hépatite C. Celui du VIH, il va pas aimer ça, être dans l'encre, il va se détruire facilement, il va pas y en avoir en quantité suffisante, à la limite tu verses un grand seau de sang, mais tu sais, c'est pas des conditions réalistes. Et puis surtout aussi, il faut qu'il soit en contact avec le sang. Oui, on peut pitcher comme ça, etc. Ça peut peut-être contaminer l'aiguille, mais le VIH et le tatouage, c'est pas très à risque parce que justement, ça va pas re-rentrer beaucoup à l'intérieur du corps. Tu comprends? Ça va peut-être sortir, mais ça va pas re-rentrer de manière efficace. Bon, par rapport à la présence de virus et la quantité suffisante, moi je dis souvent, si tu as un grand bol de virus, de sang frais, là, tout frais, et que dedans, il y a une charge virale supprimée, ben, il n'y a pas de quantité suffisante de virus. Par contre, tu as un tout petit goutte, là, pas de grand-chose, là, puis qu'on va mettre directement sur une muqueuse, mais que dedans, il y a un 2 millions de charges virales. On a beaucoup plus de virus, mais avec peu de sang. Il faut vraiment jouer comme un peu combien tu mets de lait au chocolat dans ton lait, là. Quelle est la concentration de chocolat? J'ai plein d'images comme ça, toutes prêtes, qui sont magnifiques. Donc, cette présence de virus, oui, mais il faut qu'il y en ait assez. Une trace sur un bout de quelque chose, ça suffit pas. Mais je trouve ça intéressant ton exemple avec les aiguilles de chemise. Les gens, il y a beaucoup d'anxiété, puis ils vont vraiment loin dans le « mais si ça aurait pu peut-être mener à un risque ». Moi, si tu rajoutes 2 conditions, là, mais si, fini. Ouais, globalement, là, moi je ramène souvent la transfusion sanguine, relation sexuelle non protégée. C'est con, mais faut ramener à la base, puis arrêter de rentrer dans les scénarios, machin. Ces conditions-là, ça te permet ça. L'aiguille, là, c'est pas un autre potentiel, puis il n'y aura pas une quantité suffisante. Puis ça va peut-être être dégueulasse, puis ça va faire mal. On n'aime pas ça, être en contact avec les fluides de manière non consentante ou des autres, mais c'est pas parce que c'est dégueulasse que c'est dangereux. Ça, c'est vraiment mal. Je t'ai craché dans l'œil, là, tu sais, on a des situations qui se passent comme ça dans la rue, je t'ai craché dans l'œil, c'est dégueulasse, mais c'est pas dangereux. Oui, mais s'il y avait un peu de sang, c'est dégueulasse, mais c'est très certainement pas dangereux. Il faut vraiment ramener à une réalité de transmission. C'est compliqué de transmettre le VIH. Ça se fait facilement parce que c'est des moments de perte de contrôle, puis d'amour, puis de bonne volonté, pour la plupart du temps, mais c'est assez compliqué. Je sais que le temps passe, mais c'est important. Un messager, tu sais, on est dans une situation un messager, comment dire? Oui, messager, je vais aller plus simple dans les liquides. 5 liquides biologiques peuvent transmettre le VIH. S'ils ne sont pas dans la liste, c'est qu'ils ne transmettent pas le VIH. Pas l'urine, pas la sueur, pas les larmes, pas je ne sais quel autre fluide que ton corps, de manière délicieuse, peut inventer. Il n'y a pas de transmission de VIH en dehors de ces liquides-là. Sang, sperme, sécrétion vaginale, sécrétion anale, lait maternel. Dans le sperme, on inclut le liquide préséminal, le liquide séminal plutôt, préjaculatoire, où il y a une présence. Oui, mais la salive, et si jamais il y a du sang, donc c'est le sang qui est dans la salive qui transmet le VIH, c'est pas la salive qui transmet le VIH. Oui, mais les autotests ont des pistes, ok, il y a des traces de matériel génétique, des petits morceaux qui peuvent traîner dans ta bouche que l'autotest va aller dépister, pas au Canada, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une quantité suffisante et que c'est du matériel capable de faire une transmission. Donc ce messager, parce que c'est ce messager-là qui va passer d'un corps à un autre. C'est pour ça que je parle du messager. Donc, parce que vous pouvez avoir 2 situations, etc. Si les corps ne se touchent pas, il n'y aura pas si le VIH ne passe pas d'un corps à l'autre, il n'y aura pas de transmission. Ok, accélère un petit peu. Une porte de sortie du corps, une porte de sortie parce que c'est pas parce que moi je me suis coupé puis je me suis tenu devant toi avec ma plaie ouverte que le VIH, ce fameux petit qui va se déplacer, non, il est inerte, il faut qu'il sorte du corps de la personne qui pourrait le transmettre. Je ramène ça à des fonctions extrêmement biologiques de base, mais donc, vous avez compris, ce joli petit smiley, ça n'est pas la pluie qui tombe, c'est une sécrétion de fluide corporel.
La porte de sortie, bon, c'est mal dit parce que là, on pourrait plutôt penser que ça rentre, mais c'est l'extraction de sang, prise de sang. J'ai pris du sang, donc c'est vrai que si du sang avec du VIH se promène et qui rentre dans le corps de quelqu'un d'autre, il y a eu une sortie du VIH. L'allaitement, le processus, si je peux dire ça, c'est horrible la façon dont dans mon VIH 101, quand je parle de processus de reproduction ou de processus d'allaitement. L'allaitement maternel est un moyen, puisque ça se transmet par le lait maternel, que ça sorte du corps de la mère pour rentrer dans le corps de l'enfant. Donc c'est un moyen, une porte de sortie. Et justement, parlons en 4 secondes de transmission périnatale. Vous savez que le fœtus, dans le corps de la mère, se développe son propre système sanguin. Donc, l'enveloppe placentaire est imperméable au virus du VIH. Le virus de la mère ne passe pas la barrière placentaire. L'enfant développe son propre système sanguin avec sa moelle épinière, etc. Donc, il n'a pas le VIH. Il va avoir les anticorps de sa mère. Sa mère va produire des anticorps, son système immunitaire va en faire, les anti-VIH1. Et ils vont, eux, passer dans le fœtus. Donc, vous voyez ici, on a les anticorps de la mère qui sont ces petites étoiles bleues, là. Et on voit les anticorps dans le corps de l'enfant, parce qu'effectivement, les anticorps sont là. Mais le virus de la mère, lui, il est là, hop, hop, puis vous voyez, il n'est pas dans l'enfant. Donc, si on veut se protéger, on ne parle jamais de ça, mais une barrière placentaire protège du VIH. La transmission va se faire au moment de l'accouchement, parce que les petites fibrules, là, vous voyez tout ça, là, les passages, ça ne se fait pas d'une aorte à une autre, là. Ça se fait par des micro-cheveux de système sanguin qui sont tellement imbriqués les uns dans les autres, très sensibles, pour faire passer oxygène, nutriments, sucre, etc., nécessaires à la nutrition de l'enfant. C'est là, pendant l'accouchement, qu'ils vont se briser, qu'ils vont s'abîmer, les sangs vont se mélanger, en fait, et en gros, là. Et c'est principalement ça qui va amener. Puis également, les glaires cervicaux, qui sont autour du col de l'utérus, ont parfois une forte concentration de virus du VIH, et c'est ça qui peut amener aussi le contact avec. C'est assez traumatique pour beaucoup de gens, là, l'accouchement, par voie naturelle, donc c'est pour ça qu'on est souvent dans les césariennes, mais de moins en moins. On connaît de plus en plus l'efficacité du traitement antirétroviral, qui, quand c'est pris un certain temps avant l'accouchement, permet d'éliminer le risque de transmission quasiment de la mère à l'enfant, la transmission périnatale. Et faut pas que je regarde les questions, il faut attendre que tu me les poses. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Je vais te distraire avec les questions, mais maintenant que une question qui est, est-ce que le virus peut passer s'il y a une ouverture comme une plaie au niveau du système digestif? Ben, peut-être au niveau de l'allaitement. Si on parle au niveau de l'allaitement, où souvent j'ai des remontées acides, j'ai des plaies dans l'œsophage, etc., c'est quand même extrêmement ambitieux de penser que j'avale du sang en quantité suffisante pour qu'il arrive au niveau de ma gorge, puis qu'il rentre à l'intérieur de mon système sanguin. C'est quand même très ambitieux. Ça pourrait, je veux dire, on va parler tout à l'heure des différents niveaux de risque. À partir du moment où les conditions sont réunies, c'est possible. Mais est-ce qu'on va documenter et être capable de dire que c'est comme ça qu'il y a eu transmission? Ça, c'est beaucoup plus ambitieux, puis souvent, on n'est pas possible. Donc, de base, je dirais que non. Je n'ai pas d'inquiétude à ce que quelqu'un qui a la montée acide et un œsophage abîmé, s'il avale du sperme ou d'autres liquides biologiques, on peut considérer qu'il y a un risque, théoriquement, un risque faible, on en parlera tantôt, mais de là à ce qu'il y ait une transmission, qu'on a évalué que c'est comme ça que c'est fait, puis ça, c'est beaucoup plus ambitieux. Puis c'est toute la magie de ça, c'est que je ne peux pas dire que c'est ça, c'est ça. C'est qu'il y a un ensemble de zones grises et il faut absolument qu'on navigue avec. Deuxième question, ben, c'est comme une variation sur le même thème. La question qui tue, est-ce qu'une mère sous traitement peut allaiter? Et au niveau de l'allaitement maternel, si jamais, comment le virus peut se transmettre? OK. Il y a pas mal d'éléments dans la question. On va faire une différence entre nos pays développés et des pays en cours de développement. Et c'est moche de dire ça comme ça, mais c'est malheureusement vrai. Les inégalités sociales dans le monde font que les lignes directrices sur l'allaitement ne sont pas les mêmes. Au Québec, on n'allaite pas. Les mères séropositives, la ligne directrice, c'est pas d'allaitement pour les mères. Et ça pourrait, puis je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça pourrait aller loin jusqu'à la protection de l'enfance, la mise en danger de santé, etc. Des mères qui allaitent. Ça pourrait être compliqué, ça pourrait être vu comme une mise en danger ou un manque de traitement, de bons traitements pour l'enfant. Mais c'est un autre sujet, je ne veux pas rentrer là-dedans pour l'instant, parce que si au Québec, le risque
de transmission qui est faible lorsque la mère est sous traitement ne vaut pas le coup face à l'accessibilité des laits de substitution dans n'importe quelle pharmacie, etc., malgré qu'il n'y ait pas de programme, donc ça reste un privilège que d'allaiter pour beaucoup de personnes. Le lait de substitution est tellement accessible que le risque n'en vaut pas la peine et il ne va pas y avoir on ne fait pas d'allaitement, on n'encourage pas ça. Là, je donne un peu les lignes directrices, là, c'est ça. Parce que le risque qui est une charge virale résiduelle dans le lait maternel existe, et le lait maternel, c'est pas je me fais un triple de temps en temps de lait maternel, j'en prends plusieurs litres, plusieurs fois par jour, moi, petite, le webinaire des malaises, c'est une exposition, c'est quand même une exposition intense, là, de plusieurs litres de lait, sur un système immunitaire qui est immature, donc qui va commencer à avoir ses premiers CD4, là, mais qui est immature. Donc, les anticorps, si jamais il y en a, c'est assez complexe. Donc, on n'encourage pas l'allaitement. En Afrique, dans les pays moins développés que l'Occident, moins privilégiés, disons plutôt, carrément oui, on encourage l'allaitement parce que vaut mieux être allaité que mourir de faim. Parce que le non-accès au traitement, au lait de substitution, etc. Donc, on va travailler fort aux campagnes d'allaitement, puis on va travailler sur la présence du sang au niveau des mamelons, des tétons, etc. On va essayer d'aménager ça. Vaut mieux, il y a quand même plus d'avantages à avoir d'autres anticorps, d'autres nutriments, tout l'apport très très riche du lait maternel. Voilà, ça répond. Je pense que c'est très bien comme tour d'horizon. Super. Bon, pour la toute petite histoire, c'est ce qui fait qu'un enfant d'une mère séropositive à la naissance naît séropositif. Parce que, comme j'ai dit, il a les anticorps, puis ça, je vous fais un scoop sur le test de dépistage, on va chercher les anticorps. Comme vous le voyez sur la photo ici, puisque vous le voyez ici, il a les anticorps de la mère à l'intérieur, et quand il sort, il n'a pas ses propres anticorps. Son système immunitaire est pourri, là, il est immature, sa moelle osseuse n'en a pas, sa moelle épinière n'en a pas développé, sa moelle osseuse. Donc, si on le teste avec un test de sérologie, il va répondre positif, mais il n'a pas le virus. Donc, je vous dévoile que c'est autour de la transmission périnatale qu'on a beaucoup inventé de choses comme la PPE, la PrEP, etc. C'est que c'est tout ce passage d'anticorps et de traitement de la mère sous antirétroviraux qui protège l'enfant, etc., qu'on a des idées qui ont germé autour de la PPE et de la PrEP. Je vois qu'il y a des questions. Est-ce que... Ouais. Juste une petite dernière peut-être avant de passer à... On demande, est-ce qu'il y a un risque de transmission... Est-ce qu'il y a un impact sur le risque de transmission de l'enfant lorsqu'il reçoit les anticorps de la mère lors de l'accouchement? Je ne suis pas sûr de très bien comprendre la question. Je pense que c'est souvent un mélange qui se fait de perception, puis vous me direz, ceux qui posent la question, je vous vois, coucou. C'est souvent, c'est pas les anticorps qui génèrent l'infection au VIH. Les anticorps sont la réponse immunitaire. Ils sont la courbe verte qu'il y avait en haut. C'est dans ce système-là, le système immunitaire, qui fait miroir avec la présence du VIH. Si vous regardez le schéma que vous avez sous les yeux, vous voyez que le virus, la mère est séropositive au VIH, elle a le virus dans son système, on le voit. L'enfant ne l'a pas, mais il a les anticorps. Les anticorps ne vont pas développer le virus va rester de son côté de la barrière placentaire et ne passera pas à l'enfant. Il va apporter une précision à la question. Est-ce que le bébé est moins à risque en raison des anticorps? Le bébé va sortir de la mère. Oui, c'est chic quand même. Le bébé va sortir de la mère avec ses anticorps. Quelle est son exposition? Est-ce qu'il a une exposition au virus? Est-ce qu'on sait que la présence d'anticorps ne vaccine pas non plus? Donc, même s'il allaite, si la mère allaite alors qu'il a des anticorps, déjà au bout d'un certain temps, lui, ses anticorps, il ne va pas les renouveler parce que ils vont s'arrêter. Vous savez que les anticorps, on les perd, ou alors on les renouvelle, mais lui, son système immunitaire, sa moelle osseuse n'est pas capable de le régénérer comme ça. Donc il va les perdre en quelques jours, il va perdre ses anticorps de VIH, donc il sera plus séropositif. Donc si il continue à recevoir l'allaitement avec une présence de virus, il est exposé à une transmission du virus. Merci Pierre-Henri. Je pense que pour les questions sur l'allaitement, transmission mère-enfant, on peut arrêter ici. Puis, comme tu disais que tu voulais passer 4 secondes sur cette... Ouais, 4 secondes. Mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les envoyer par courriel ou peut-être que s'il y a vraiment un grand intérêt, on peut inviter quelqu'un pour parler spécifiquement de ce sujet-là pendant une heure. Docteur Boucoiran à Sainte-Justine, excellente. Dernière condition,
C'est toujours plein de questions dans les conditions, c'est génial. C'est une porte d'entrée. Comme on a dit, les parents nous disent souvent, oui, mais mon enfant, il est dans la cour de récré, puis il se collapse avec un autre enfant, puis les corps fusionnent, il y a du sang partout, des os qui... C'est vraiment ça la description qu'on a. Ok, mais est-ce que c'est rentré dans votre corps? Tu sais, le personnel médical, moi je touche pas, je mets 2 paires de gants. Est-ce que c'est rentré à l'intérieur de votre corps? Oui, mais je me suis les ongles et tout, je me suis rongé les ongles. C'est pas parce que ma peau est abîmée que c'est une porte d'entrée dans le système sanguin. Je peux mettre ma main dans un bol de sang avec une charge virale élevée. C'est dégueulasse, mais c'est pas dangereux. Ma main va bien, j'ai pas de plaie ouverte. C'est pas parce que je suis en contact avec que ça va rentrer à l'intérieur de mon corps. Et ça, c'est majeur. C'est majeur parce que éjaculation sur le ventre, il n'y a pas de problème. La peau est une barrière impénétrable à 100% pour le VIH. La peau saine, la peau non lésée, la peau non abîmée. Évidemment, à partir du moment où on n'est plus dans des conditions parfaites, ça commence à être plus compliqué. Mais ça ne veut pas dire que c'est systématique non plus. Donc, les muqueuses, on considère souvent que c'est des portes d'entrée totale, ce n'est pas des aspirateurs à VIH, on se calme. Les muqueuses, on avait une magnifique photo ici, j'ai pris mes plus belles muqueuses, et c'est bizarre dit comme ça, hein, si quelqu'un n'a pas l'image. Et vous voyez un système de couches. Ça s'appelle des couches épithéliales. Vous connaissez vos muqueuses, on en a dans le nez, on en a dans la bouche, on en a au niveau vaginal, au niveau anal, et elles n'ont pas toutes la même épaisseur ni la même résistance. Les muqueuses vaginales sont beaucoup plus épaisses en termes de couches épithéliales. Les muqueuses vaginales sont lubrifiées, s'auto-lubrifient, donc le risque qu'elles soient lésées, abîmées est moins élevé que les muqueuses anales qui ne s'auto-lubrifient pas de la même manière et surtout qui sont extrêmement fragiles. C'est bien pour ça que les suppositoires pour les enfants, on les met du côté des muqueuses anales parce que le passage intérieur-extérieur va se faire beaucoup plus rapidement. On se met rarement un suppositoire dans le nez. Rarement. Moi, j'invite ceux qui font ça à revoir leur position. Façon de pas... Bon. Malaise numéro 4. Donc, c'est ça. Des muqueuses qui sont moins épaisses vont s'abîmer plus vite, vont créer plus de portes d'entrée potentielles. Et puis, vous connaissez les muqueuses, ça exècre, mais aussi ça absorbe. Et donc, c'est vrai qu'il y a un mouvement d'absorption qui va se faire et que du sperme déposé au fond de muqueuses vaginales va rester là dans des conditions optimales, pas peu d'acidité, puis ça va pouvoir faire un passage extérieur-intérieur, parce que quand c'est dans le vagin, c'est pas dans le corps encore, ça n'a pas passé le derme, l'épiderme, puis les muqueuses, mais c'est à ce niveau-là que le passage va pouvoir se faire. Alors on dit souvent oui, mais donc faire un lavement rapidement, etc. Non, ça dessèche la peau, ça crée des micro-lésions, la peau s'abîme, et s'il y a du résidu, des traces résiduelles de présence de VIH, c'est un accès beaucoup plus ouvert à l'entrée. Principalement, souvent l'infection ne va pas rentrer directement dans le système sanguin, elle va d'abord passer par le système lymphatique, qui est le système parallèle au système sanguin, et ça va permettre le passage du virus dans tous les organes qui sont irrigués, et donc ça va être une propagation assez rapide, avec ce qu'on a vu tantôt, l'image du virus qui rentre dans le corps, une réplication très rapide du virus à l'intérieur du corps. Ça va rentrer dans les organes et c'est là que ça va se compliquer avec les traitements médicamenteux qui, eux, ne vont pas dans tous les organes de la même manière. Je pense au cerveau, je pense à la peau, etc., les ganglions. Donc, certains peuvent aller plus ou moins partout, mais si on laisse comme ça l'infection aller, le VIH va pouvoir rentrer à plus de niveaux. C'est l'infection des organes également, ça crée une inflammation perpétuelle. Et on sait que des organes inflammés, ben, ça agit, ça vieillit plus vite. C'est là, parce qu'on l'a un peu sous les yeux, là, c'est pour ça que j'en parle maintenant, qu'on parle de vieillissement prématuré, c'est que ça active beaucoup plus vite la vie cellulaire, parce que l'inflammation, le virus est présent dans les organes. Bon, je reviens sur la transmission. Il y a au niveau, à partir du moment où le virus a réussi à cibler le système immunitaire, par ces petits fonctionnements d'hydrogène qui s'appellent entre eux, il va y avoir une réplication qui va commencer en 3 à 5 jours à peu près. Au bout de 3 à 5 jours, la réplication cellulaire, la réplication virale va commencer. L'infection du VIH est installée. OK? Un petit récapitulatif rapidoche. 5 conditions. Un hôte potentiel, une présence de virus en quantité suffisante, un messager porteur, il faut bien qu'on voit mes 3 conditions, une porte de sortie, une porte d'entrée, amène un risque de transmission du VIH. Ça ne veut pas dire qu'il y a transmission du VIH, ça veut dire qu'il y a un risque de transmission du VIH. Là, on commence à parler. Tu vois le truc? On va pouvoir commencer à évaluer ça.
Bon, habituellement, c'est à ce moment-là qu'on fait une pause, mais aujourd'hui, je suis tellement dynamique et en bonne humeur, puis on a hâte au prochain malaise, Ben on voilà. ne fait pas de pause. Je viens de vous parler à l'instant de réplication virale qui peut commencer à s'activer dans les 3 à 5 jours. C'est le moment où on peut encore agir. Vous avez tous entendu parler de la PPE. Qu'est-ce que c'est que la PPE? C'est la prophylaxie post-exposition. Prophylaxie, il y en a 5 modes, on ne va pas les passer tous, mais prophylaxie, c'est de donner un traitement. On fait ça en prévention, avant, après, on agit sur le système, on agit sur la personne, etc. C'est ça les différentes prophylaxies. Post-exposition, bon, bah, exposition, c'est pas le musée d'Orsay, là, c'est l'exposition du virus. Et post, c'est après. On va agir après. Plus de questions sur la PPE. La PPE, c'est une trithérapie. Trithérapie pendant 28 jours. On vous fait un test au moment où vous arrivez à l'hôpital pour savoir si vous n'êtes pas déjà séropositif, pour pas vous donner un traitement alors que vous avez une infection sans le savoir. On vous fait un test au bout de 2 semaines, puis un test au bout de 3 mois. Parfois même, en cas d'exposition professionnelle, on peut aller à 6 mois, 1 an, là, parce que les assurances, elles aiment ça, être sûr que vous n'avez pas eu d'accident au travail avec une maladie chronique. Mais la PPE, ça va être dans les 48, dans les 48 à 72 heures maximum, aller à l'urgence pour recevoir un traitement d'urgence. C'est la prophylaxie post-exposition. Et là, j'invite les personnes concernées ou les intervenants à être capables d'aller plus loin, de dire « je viens chercher la PPE ». Parce que nous, on le sait, mais les professionnels de santé ne savent pas toujours. Donc, être capable de dire je veux une prophylaxie d'urgence, je veux un traitement d'urgence après l'exposition au VIH, c'est important de l'amener. Ce qu'il faut penser, plusieurs choses. Ça doit être prescrit par un médecin. Qui dit prescription par un médecin, c'est que ça doit être évalué par le médecin. Un médecin peut évaluer que vous n'avez pas besoin d'une PPE. C'est dégueulasse, mais c'est pas dangereux. Si je te crache dans l'œil et que je vais chercher, et que si on me crache dans l'œil et que je vais aux urgences, et il se peut que le médecin me dise, ben non, monsieur Minot, c'est dégueulasse, allez vers votre œil, soyez pas content, mais vous n'êtes pas à risque de transmission du VIH, je ne vais pas vous donner 28 jours de traitement d'antirétroviraux pour ça. Ça, c'est un travail d'éducation qui reste à faire auprès de professionnels de santé. Ça alourdit la stigmatisation sur les pratiques sexuelles, puis ça renforce le fardeau des populations plus marginales, parce que c'est pas parce que ça répond à mes stéréotypes de dégueulasserie que c'est dangereux. Et ça, c'est un autre combat. C'est pris en charge par les assurances, minimalement par la RAMQ, gratuité pour les personnes sur le bien-être social. Donc, c'est pris en charge également par les assurances privées. D'autres questions sur la PPE? Ça va bien? Le plus gros problème de la PPE, c'est de le connaître, le savoir. Et c'est ça, de savoir que ça existe, de savoir que c'est accessible. On pense souvent que comme il n'y a pas d'enjeu d'accessibilité sur papier, ça va être accessible. C'est accessible un peu partout, mais il faut le demander, il faut y penser. Si tu te réveilles 4 jours après, c'est un peu dommage. Là. Puis la PPE, je prends 4 secondes pour en parler. J'ai souvent des gens en voyage qui disent comment je peux avoir la PPE. Mon avion a été retardé, j'étais au Sonal, le condom a brisé, j'en ai pas mis. Ben, parfois, ça vaut le coup quand même, sur 72 heures, de rentrer chez toi, dans ton pays d'origine, là où tu as des assurances, là où tu as tout ça, puis de quand même pouvoir commencer ça. 72 heures, c'est quand même 3 jours, ça permet de gérer quelque chose, tu n'es pas obligé de quitter ton travail en urgence, tu peux y aller le soir, tu peux y aller le samedi, c'est con, mais ça change rien d'y aller plus vite, en urgence. On recommande souvent à l'intérieur de 2 heures, c'est comme dans des recommandations, le plus tôt est mieux. Alors non, pas avant 2 heures. Okay. C'est minimum 2 heures, maximum 72 heures. C'est con, mais c'est ça. On va pas donner les premiers comprimés dans les 2 heures. C'est ça qui, dans les lignes directrices, c'est ça. Je vois pas trop l'intérêt, effectivement, mais de toute façon, avec 17 heures d'attente aux urgences, en général. Mais ça vaut le coup de le dire aussi, parce que justement, le temps d'attente, ça fait stresser, puis on pourrait passer à côté, puis ce serait quand même vachement dommage. Un petit point, c'est pas toujours facile à entendre aussi, mais dans le cas de sexualité non consentie, ça arrive que la PPE ne soit pas donnée, parce qu'effectivement, si la sexualité non consentie, c'est peut-être d'une violence extrême, mais c'est pas forcément dangereux pour la transmission du VIH. Puis parfois aussi, on va pas en rajouter en plus, un mois de traitement. Il y a une gestion du stress qui est très importante dans ces moments-là, et c'est vrai que parfois, si c'est pas à risque, ça pourrait être refusé. C'est pas systématique, et ça c'est important de le penser. On n'est pas sur une gestion de l'émotionnel, malgré bien sûr tout ce que ça comporte. Et puis médiatiquement, la PPE aussi, il n'y a pas longtemps à Trois-Rivières, là, le cathéter dans la glace, que machin, puis le père éploré, vous vous rendez compte qu'il va devoir prendre 1 mois d'antirétroviraux pour un truc, une seringue dans la glace. Bon, passons.
connaissez ces trucs de ma thèse, expliquer ma thèse en 140 caractères sur Twitter ou en 180 secondes. On va passer à travers la PrEP. On va essayer de faire ça. Très simplement, la PrEP, prophylaxie pré-exposition, je vous ai parlé de prophylaxie tout à l'heure, exposition, là on est dans avant, on prévient une potentielle transmission du VIH. C'est une bithérapie, donc c'est l'amivudine et antricitabine, donc 2 molécules qui sont données. C'est sur 2 formats, en continu, la personne prend un comprimé tous les jours, ou en intermittence, la personne a un schéma qui est déterminé 24-48 heures avant et après l'exposition. Mais donc, c'est une prise de traitement qui empêche la transmission du VIH. C'est couvert par les assurances. C'est de plus en plus répandu. Il y a toujours cette question par rapport aux personnes à qui ça s'adresse. Il faut savoir que c'est une pénétration médicamenteuse. Donc, ça veut dire que les molécules vont rentrer petit à petit dans les tissus. Et quand elles sont dans les tissus, elles vont empêcher la réplication dont on a parlé tout à l'heure. Donc, tu ne peux pas prendre ce traitement juste avant parce que c'est pas de l'Advil qui agit rapidement en 45 minutes. Le Truvada met à peu près au moins 24 heures avant, 72 heures pour les muqueuses vaginales à rentrer dans les muqueuses vaginales, par exemple. Donc, si tu le prends sous le schéma intermittent avec des muqueuses et que tu as des muqueuses vaginales, le schéma dit 24 heures. Il se peut que l'infection VIH commence dans les muqueuses vaginales quand ton corps est en train d'absorber petit à petit le Truvada. Tu vois ce que je veux dire? Il me semble souvent ils disent 3 semaines pour les femmes. C'est ça. Donc pour les femmes, pour les femmes ou les personnes qui ont des muqueuses vaginales, on va privilégier une prise en charge en continu de la PrEP en notant bien cette différence d'absorption du médicament, des molécules à l'intérieur des différents organes du corps. Donc c'est ça. Ça va? 10 secondes seulement sur la PrEP. Bon, ça vous les connaissez, c'est les niveaux de risque différents sans traitement. Qui dit sans traitement dit on ne parle pas de charge virale indétectable. Okay? Donc on est sur, c'est quoi les pratiques quand même, un niveau de risque existant ou pas. Je dis toujours que je devrais le changer puis je ne le fais jamais parce que ça ne se fait pas juste en éditant cette présentation. Vous voyez, risque élevé. Il faudrait enlever risque élevé pour mettre le risque le plus élevé. Je nuance ça parce que risque élevé, on entend, c'est sûr, tu as une relation, pas de condom, tu auras une transmission. Non. On enlève, depuis tantôt, je ne donne pas de chiffres et pas de pourcentage, c'est voulu. Mais parce que risque élevé, on entend, non. C'est dans cette catégorie risque élevé qu'on a documenté le plus de transmission du VIH. OK? Mais sur les milliers de milliards de pénétrations qui se font dans la journée, c'est pas toutes qui donnent une transmission. Donc, aucun risque, vous les connaissez. Baiser, bien sûr, comprendre embrasser. Masturbation sans échange de liquide, parce que pas de messager. Tatouage, électrolyse, acupuncture, avec précaution universelle. C'est là qu'on est dans matériel stérile, précaution universelle, changement, l'encre. On ne remet pas l'encre du tatouage, on la jette. Et, pour changer de partenaire, de client de tatouage. Bon, risque négligeable, fellation, cunnilingus reçu, rapport doigt-anus reçu étant la salive ne transmettant pas. C'est quand même hyper complexe de penser qu'il y a du sang dans la bouche et puis une plaie sur le pénis qui amène à, on se calme. Risque négligeable ne veut plus dire aucun risque. On est juste sorti du zéro, mais on n'est pas dans il y a eu des risques là-dessus. On pense, c'est théorique, les 5 conditions sont sur la table, les 5 conditions dont je parlais tantôt. Il pourrait y avoir transmission théoriquement, mais négligeable veut dire on n'en documente pas. Risque faible, on est plus dans l'anecdotique, ça arrive, ça pourrait arriver. C'est souvent des moments qui sont difficiles d'extraire de l'ensemble de la sexualité. Une fellation qui aurait donné lieu à une transmission, c'est quoi le contexte? Est-ce qu'on est capable de dire qu'il y a eu pénétration, pas pénétration? C'est quoi l'exposition? Donc le risque faible donne vraiment très très peu de documentation à ce niveau-là. Et le risque élevé, je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est ça. Ça va pour l'évaluation des risques. C'est complexe l'évaluation des risques, mais bon, c'est là qu'on fait une deuxième pause parce qu'après l'évaluation des risques. La deuxième heure, la troisième heure que ça marche. On va bientôt y arriver. Courage. 11h35, à quelle heure Midi. À midi. À midi, on arrête ou Ouais. c'est pour ça que les questions, si vous avez des questions, c'est maintenant.
Tests de dépistage. On va passer à travers 3 tests de dépistage. Je vais faire les 2 premiers qui sont plus importants. Le 3e, je vais l'aborder, mais j'ai dit ça pareil tantôt, puis ça ne s'est pas passé comme ça. Pour qu'un test soit accessible au public, on va l'appeler comme ça, il faut qu'il soit approuvé par Santé Canada. Donc on sait que l'autotest existe, on sait que, etc., le Raquick et tout dans la bouche, on sait que ça existe, c'est pas accessible au Canada, les constructeurs n'ont pas déposé. Tout bêtement, le marché est pas assez intéressant ici. Pour l'instant, c'est ça. On commence par les différents tests de dépistage. Le plus connu, vous le connaissez, on parle de 4e génération, donc vous savez qu'il y a eu une première, 2e, 3e, 4e génération. 4e génération, c'est que ce petit coco, il va chercher 2 éléments. Je suis en train de les entourer magnifiquement avec mon pointeur laser, là, les anticorps et les antigènes. Qu'est-ce que c'est que les anticorps? On en a parlé plusieurs fois, c'est la réponse immunitaire au virus du VIH. C'était dans le petit bébé de tantôt, là, les petites étoiles bleu clair, là. C'est l'anti-VIH1, l'anti-VIH2, ce sont la réponse immunitaire au virus du VIH. L'antigène P24, pour sa part, c'est quelque chose que le virus du VIH amène avec lui. C'est une petite protéine qui est collée sur sa capside. Donc, c'est ce qu'ont les rétrovirus. D'autres rétrovirus sont des antigènes P24, mais associés aux anticorps. C'est principalement le VIH qui en a. C'est le VIH qu'on a beaucoup plus que les autres. Donc, quand on détecte des P24, il y a une très forte idée que c'est certainement du VIH. Puis en plus, c'est lié avec les anticorps. Donc, le combo des deux est magnifique. Si vous prenez les 3e générations, ils n'avaient pas les antigènes P24. Donc, vous enlevez cette courbe-là, par exemple. Ils n'avaient que les anticorps. Bon, si on comprend un petit peu, seuil de détection, ça veut dire que là, le test de dépistage, il est là. Ça c'est la fenêtre du test lui-même, physique, là, matériel. En dessous de ce seuil-là, on n'y en a pas assez, on n'arrive pas à détecter, à trouver un résultat positif. On me demande souvent la fiabilité, etc. Moi, j'ai toujours que tous les tests sont fiables. C'est le moment où on le fait qui peut faire changer la réponse du test. Et donc, c'est le résultat, c'est la capacité de lire le résultat. Si on fait ça à 1 semaine après l'infection, c'est négatif, c'est fiable, mais c'est mal utilisé, en fait. C'est l'utilisation qui souvent n'est pas fiable. L'antigène P24 permet d'aller chercher plus précocement une infection au VIH, mais comme vous le voyez, ça disparaît au bout d'un moment. Donc, une réponse positive, une réaction à l'antigène P24 montrerait qu'il y aurait infection au VIH, mais une réaction négative au P24 pourrait juste dire qu'on a testé ici, puis que l'antigène est parti, mais il y a quand même une infection. C'est pour ça qu'on associe les deux, on associe le P24 et les anticorps. Ça permet d'aller chercher beaucoup plus tôt une infection au VIH. Et si jamais il n'y a plus d'antigène, les anticorps, vous voyez, c'est au-dessus du seuil de détection, les anticorps ont embarqué, on est capable d'aller chercher une infection au VIH. Le 3e génération qui n'avait pas le P24, on était beaucoup plus loin, on était à 2 mois à peu près dans les tests. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans 6 semaines. À 6 semaines, c'est sûr qu'on va trouver soit anticorps, soit antigène P24. Il va y avoir un dépistage fiable et utile à 6 semaines. C'est important qu'on pense ça. La question tout le temps, c'est quand est-ce que je peux aller me faire dépister? 2 réponses à ça. Tout de suite, attends pas. Tu as eu une prise de risque assez importante. Qu'est-ce que ça veut dire de dire, il y a 5 jours, tu as eu une pénétration anale non protégée par quelqu'un que tu ne connais pas le statut, etc. Va te faire dépister maintenant. Pourquoi? Parce que peut-être que tu as peut-être une infection préalable avant, puis tu vas engager directement dans le système de santé, tu vas déjà dans un processus de bonne santé, de démarche, donc vas-y maintenant, puis fais confiance au professionnel qui va lui dire reviens me voir dans quelques semaines après pour parler d'il y a 5 jours, mais vas-y maintenant parce que c'est peut-être pas ton premier facteur de risque, ta première prise de risque. Combien de temps le virus peut-il survivre à l'air? Déjà, il ne vit pas, le virus, donc il ne survit pas à l'air. Il y a toujours j'y réponds là, c'est pas du tout dans les tests de dépistage, mais je vais y répondre maintenant, parce que c'est une bonne question. C'est quoi la question? C'est de dire, je suis en laboratoire, combien de temps le virus est-il encore actif? Ou combien de temps le virus à l'air libre peut-il encore être à risque de transmission? Explique-moi une situation où un virus à l'air libre va être à risque de transmission. Tu vas avoir du sang sur la table, il faut que ça rentre dans ton corps, le sang sur la table. Alors, si on va chercher du sang, on va dire, il est actif, il est vivant, mais comme il ne vit pas, il est actif. C'est pas à risque de transmission. Donc, en fait, souvent, on donne à cette idée de virus à l'air libre une faculté rassurante ou de protection, de prévention, mais ça sert, j'allais être vulgaire, à rien
de savoir combien de temps le virus peut vivre à l'air libre, parce que la question c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce virus à l'air libre après? Tu as des questions par rapport à l'échange de seringues ou au ramassage de seringues. Des fois, les gens peuvent expliquer ou que le VIH peut être encore actif sur la seringue. Ouais, ça va rentrer dans l'ensemble des autres questions qu'on avait tout à l'heure, la quantité suffisante, à quel moment ça rentre à l'intérieur du corps, de la peau, que ça soit actif ou pas. Alors, j'ai une réponse un petit peu plus là-dessus, mais une tasse, prenons une tasse comme ça, hop, ça là, remplie de sang frais, ok? Est-ce qu'au milieu, là, on va avoir encore, est-ce que c'est quoi l'air libre? C'est juste le dessus, puis ça, c'est encore tout ici à l'intérieur, il y a du virus actif. Oui, mais c'est pas dangereux non plus. Donc, c'est toujours, c'est quoi la question qu'on a en cherchant à savoir pourquoi le virus est actif à l'air libre? Je sais pas. Moi, j'ai connu du monde qui disait, ben moi, ce que je fais, j'éjacule sur le ventre, j'attends un petit peu, puis après, je mange le sperme et tout, parce que l'air libre a tué le virus. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Certaines conditions peuvent faire que le virus peut rester plusieurs jours actif encore. Mais si c'est encore une peur de cuvette de toilette ou d'objets comme ça indirects, il n'y a pas de transmission par la cuvette de toilette. Donc, il peut être actif, mais pas dangereux. Il peut être actif, mais ne pas donner lieu à une transmission. Et hop, fin de la parenthèse. Je reviens dans les tests. Il y a un deuxième mode que vous connaissez quand même pas mal, c'est le TDR, le test de dépistage rapide. Lui, vous enlevez les antigènes P24. Il va chercher les anticorps. Donc, la période, le délai minimal est plus loin. Et autant on le fait pour des moments, comme je disais, une PPE, on a besoin de savoir tout de suite s'il n'y a pas une infection antérieure. Autant il n'est pas tellement recommandé, puis les gens le veulent souvent, il n'est pas recommandé pour un dépistage ponctuel, suite à un épisode. J'ai eu le condom à briser vendredi, je vais me faire dépister plus tard, je veux un test rapide. Soit j'attends clairement 3 mois, parce qu'à ce moment-là, je peux avoir le test rapide, mais on va surtout l'utiliser pour des suivis réguliers, pour des personnes dites plus à risque. Excuse-moi, je t'interromps, mais est-ce que tu peux juste... C'est quoi un test rapide? Test rapide, absolument. C'est quoi le rapide? Le rapide, c'est pas du tout... Il vient de se passer un bris de condom, je peux me dépister maintenant. Le rapide, c'est j'ai le résultat tout de suite, en gros. Puis c'est un semi-résultat, c'est que vous avez ici une petite boîte, là, sur lequel on va mettre une petite goutte de sang qu'on va avoir été chercher avec ça au bout de votre doigt. Puis cette petite boîte, là, il va y avoir 2 points qui vont apparaître. Le premier qui dit le test fonctionne. Le deuxième, s'il apparaît, c'est que le test réagit à une sérologie. Donc à ce moment-là, on va faire un test par prise de sang, puis on va aller confirmer en laboratoire que c'est vrai ou pas. Mais ce test-là ne permet pas le diagnostic. Le diagnostic se fait en laboratoire. Qui prend quelques semaines. Ce qui prend quelques jours / quelques semaines. Ce test-là permet d'avoir une indication qu'il faut faire une sérologie par prise de sang standard. Le test rapide, parfois les gens sont une urgence, il faut que je sache tout de suite. Non, vous allez peut-être mieux, vu le délai que vous avez peut-être mieux d'aller faire un test standard, d'attendre 3 jours, vous aurez vos résultats avant que ça soit le temps d'aller faire un test rapide. Donc, puis c'est pas vrai que c'est injuste que le test rapide soit pas disponible partout, parce que parfois on saurait juste pas s'en servir, ça n'aurait aucun sens. Et faut aller chercher c'est quoi le besoin d'avoir le test rapide. C'est juste pour avoir le dernier iPhone, je rajoute un petit peu, là, la dernière technologie, le test standard peut tout à fait faire la job. Donc, je suis juste parfois un peu réticent. Hein, c'est pas juste injuste, là, c'est pas juste parce qu'on s'en fout des gens que le test rapide n'est pas disponible partout. C'est que parfois, ça vaut pas le coup, tout simplement. Une question? Non? Ok. Le dernier, je vais le passer un petit peu plus vite, justement. Bon, c'est celui-là qu'on donnerait, par exemple, à un enfant qui vient de naître. On essaierait de voir, mais c'est pas fiable, en gros. Le PCR, le Polymerase Chain Reaction, il permet d'aller très très précocement dans l'infection et il va aller fonctionner sur l'amplification du matériel génétique qu'il pourrait trouver. C'est le seul qui ne va pas chercher la réponse immunitaire, mais qui va chercher la présence du virus. S'il trouve des traces d'ARN viral, ça veut dire qu'il y a du VIH. Mais il va plus pas en trouver qu'il va en trouver. Donc, il va plus avoir des résultats négatifs alors qu'il y a une possibilité de transmission. Donc, il va permettre de donner une idée aux cliniciens, de se dire, OK, parce que si c'est positif, ça vaut le coup de traiter l'enfant tout de suite, là, de commencer dès maintenant un traitement, mais il serait inefficace à la population générale, en fait, parce qu'il donnerait beaucoup trop de faux négatifs. Okay. Puis il coûte cher, et donc il n'y a aucun intérêt. On veut souvent, le monde est souvent en attente d'avoir oui ou non, positif, négatif, quand je suis en train d'expliquer justement que c'est beaucoup plus compliqué, il faut jouer dans les délais, il faut jouer dans le
d'opportunité de dépistage. Avec celui-là, on aurait une indication précoce, mais vraiment pas très fiable. Oh, ok. Passage rapide, peut-on traiter le VIH? On peut le traiter, on ne peut pas le guérir. Voilà. Ensuite, le traitement du VIH est efficace, il fonctionne. C'est une longue histoire de développement. Aujourd'hui, on parle de trithérapie, on va juste y passer. D'ailleurs, je vais y passer maintenant. Ça va être la slide juste après la trithérapie. Ça, c'est la version simplifiée. La trithérapie, les médicaments antirétroviraux vont agir, vous reconnaissez les mêmes schémas que tout à l'heure, ils vont agir à différents espaces de la réplication virale. Donc, ils n'agissent pas tant sur le système immunitaire. Parfois, on peut donner des antibiotiques à des personnes pour renforcer leur système immunitaire, pour éviter les attaques bactériennes. Mais les antirétroviraux agissent précisément sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Les inhibiteurs de corécepteurs vont enlever, vont annihiler ces fourches qu'on parlait tout à l'heure. Donc, le VIH ne va pas pouvoir se pluguer dessus. La transcriptase inverse, ils vont empêcher que la protéine du virus de transcriptase fasse la transcription dans le matériel génétique. Les inhibiteurs de l'intégrase, ils vont empêcher que l'ARN viral rentre à l'intérieur du noyau pour pirater le CD4. Et puis les inhibiteurs de la protéase, qu'on n'utilise presque plus, vont empêcher que le virus bourgeonne et sorte du CD4. Oui, mais alors pourquoi on ne les utilise pas tout le temps, puis que ça n'empêche pas tout, puis que c'est génial? Parce que les virus sont une machine génétique formidable et qu'ils ont une déclinaison très très forte de mutations et de résistance, etc. Et que tous les médicaments ne fonctionnent pas de la même manière, de manière générale pour l'ensemble des médicaments. Vous remarquerez que je parle de résistance quand même. Ouais. Je passe là-dedans, je ne veux pas en parler plus. Je pense que ce n'est pas opportun dans un 101, surtout quand il nous reste environ 13 minutes. On va aujourd'hui traiter les gens en trithérapie. Trithérapie, ça veut dire 3 molécules. Là, je vous demande de faire un petit exercice simple, de faire la différence entre une molécule et un comprimé. Vous pouvez avoir un comprimé dans la main, il y aura une seule pilule, mais il y aura 3 molécules à l'intérieur. Okay, c'est comme les malabars, il y en a au goût, les chewing-gums, il y en a à la fraise et à la menthe, puis c'est pas bon. Donc, ce que ça va jouer, c'est que vous avez ici le nom commercial. Prenons le Truvada, tout le monde le connaît. Là. Hop, ça c'est une pilule, mais dedans, vous avez 2 molécules. Vous avez l'antricitabine et le tenofovir. Oui, j'ai dit l'amiduvine tout à l'heure, je me suis trompé, c'est évidemment le tenofovir. Donc, ça c'est le nom, Truvada c'est le nom commercial. Nom commercial, ils ont une banque de données, de noms, puis ça sort pour des médicaments. Ça, c'est les 2 molécules qu'il y a à l'intérieur de cette pilule-là. Ça, c'est un tableau que j'ai tiré du guide thérapeutique VIH, qui est juste en dessous, mais vous n'y avez pas droit, à moins que ça se voit peut-être. Oui, puis, ok. Guide thérapeutique VIH.com, c'est fait par nos collègues de l'URES, principalement par Rachel Terrien, une pharmacienne, et ils sortent un tableau régulièrement, puis ça, je vous ai mis la dernière version. C'est-à-dire, vous remarquez qu'on a enlevé tous les médicaments qui servent plus à grand-chose, et on est vraiment dans les combinaisons maintenant, puis les meilleurs, les traitements les plus répandus actuellement. Donc le Truvada, l'indication, ça va être 1 fois par jour à une heure fixe. C'est ça qu'il y a ici. L'isentress, ici, vous avez une molécule, un comprimé, mais ça vous dit qu'il faut le prendre le matin, puis le soir. Ok? Le Tivicay, dolutegravir, tu en prends un le matin, puis tu en prends un. Tu en prends un, il est heure fixe, mais tu en prends un le matin ou le soir. Ok? Tout simplement. Une trithérapie, comment on va faire? Ah oui, puis vous avez les combinaisons aussi, tiens, vous voyez par exemple le Triumec. Triumec, abacavir, lamivudine, dolutegravir. Vous avez 3 molécules dans un comprimé qui se prend à heure fixe. Le Triumec, c'est un comprimé par jour pour une trithérapie. Ok? 3 molécules, un comprimé, 1 fois par jour. Bon, ça c'est pas valable pour tout le monde, mais principalement, par exemple, le Triumec a permis d'aller chercher des médicaments qui fonctionnaient plus, d'aller chercher des résistances pour des personnes qui n'avaient plus d'options thérapeutiques, et ça a permis de rebaisser les charges virales. C'est quand même, on a fait une belle avancée, là, principalement depuis 2006, depuis dans les 5 à 10 dernières années, là, la recherche pharmacologique a quand même été très, très intense. Sinon, dans les anciens modèles, mais là c'est moins vrai, en gros, tu vas chercher tu vas prendre 2 comprimés. Le Truvada tout seul ne suffit pas pour une trithérapie. Il fonctionne pour la PrEP en bithérapie, mais pas pour le traitement du VIH. Et donc, tu vas rajouter par exemple l'isentress, Truvada et isentress. Donc, la personne va prendre, je pense que j'ai fait des modèles juste après. J'ai pris Tivicay. Hein? Le pointeur. Ah oui, le pointeur. Bonjour. Les gens ne voient pas quand je monte mon doigt sur l'écran. Donc, Truvada et Tivicay, ça va être une trithérapie. Les personnes vont prendre 3 molécules, antricitabine, tenofovir et dolutegravir.
Ils vont prendre un Truvada à heure fixe, donc il y a 2 molécules dans un Truvada, il y a une molécule, mais dans 2 comprimés. Ah, on vient de tout casser. Donc il va y avoir, vous voyez bien, 3 molécules qui vont être prises. Ça, c'est une trithérapie, même s'il y a plusieurs comprimés à prendre. Puis ici, le triumec, les personnes vont la prendre à heure fixe, mais elles auront leurs 3 molécules dans un seul comprimé. Pow! Traitement 101. Ça va? C'est clair. Bien sûr, les objectifs principaux de la médication, la première, c'est la santé de la personne qui prend la médication. On est tellement enjoué, puis c'est très correct en ce moment sur la transmission, pas de transmission en cas de traitement. Le premier besoin, la première raison de donner qu'une personne prenne un traitement, c'est que sa santé aille bien. C'est pour ça qu'on traite les personnes. Augmenter le plus possible les CD4, rehausser le système immunitaire, diminuer la charge virale à moins de 40 copies. Vous allez en parler régulièrement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se sait? Ça se sait depuis 2008, ça se confirme de plus en plus. Une personne qui prend un traitement antirétroviral efficace, avec une charge virale indétectable, ne transmet pas le VIH. Le I égale I, le U égale U, c'est un peu un branding, là, qu'on appelle ça comme ça, mais c'est pour clairement dire, arrêtons de parler de cette contagion, de tout ce que j'ai dit déjà depuis tantôt. Une charge virale indétectable n'amène pas de transmission du VIH. C'est clair. D'autres questions? Mais on est dans un VIH 101, on vient de parler de beaucoup de conditions pour avoir une charge virale, pour avoir pas de transmission, etc. Je me suis appuyé sur les raisons de la santé publique, parce que ça suffit pas de le dire pour que ça soit vrai. La charge virale indétectable n'amène pas de transmission. Et ça veut dire aussi, avec toutes les évolutions que j'ai nommées tout à l'heure, il faut que la charge virale, il considère, en tout cas, un clinicien est amené à prendre ces éléments en considération pour dire à son patient, enlève le condom avec ton partenaire. Il va passer à travers ces différentes choses-là. Il va parler de l'indétectabilité depuis au moins 6 mois. Il faut que la charge virale soit stabilisée. On prend 2 mesures. Si dans les 2 mesures de 6 mois, c'est indétectable, on considère qu'il n'y a pas de rehaussement, parce qu'entre deux, la charge virale pourrait être indétectable aujourd'hui, mais recommencer à monter demain si je ne prends pas mon traitement. La PVIH adhère au traitement dans une proportion de 95% et plus. C'est un peu technique, mais en gros, 95%, c'est un oubli de comprimé par mois. J'oublie une fois de prendre mon comprimé, paf, ton adhésion n'est plus à 100%, ton adhérence au traitement, elle vient de descendre un coup. Et on considère que si tu prends ton traitement, ta charge virale sera indétectable, globalement, c'est pour une grande partie des personnes aujourd'hui. C'est ça. Mais pour que ça fonctionne, il faut le prendre. Bon, je passe un peu après, relations stables et exclusives, c'est surtout pour éviter l'entrée de nouvelles données bactériologiques, virologiques, ITSS dans le couple, etc. Et puis, bon, la santé publique est en train de travailler à revoir un petit peu ces conditions de santé publique. On vient de me faire un signe de remettre les conditions, mais je m'excuse, tout est dans le vous tapez dans Google énoncé de consensus d'experts sur le risque de la transmission INSPQ 2014, vous aurez 3 pages magnifiques de conditions. Rapidement, les personnes séropositives peuvent-elles avoir des enfants? Oui. On va travailler sur la PrEP, on va travailler sur le traitement comme prévention pour une charge virale indétectable. C'est ce qui va permettre aussi qu'il n'y a plus de transmission du VIH au moment du processus de procréation. C'est vraiment terrible de dire ça comme ça. On parle plus de lavage de sperme, etc. C'est quelque chose qui est cher et qui fonctionne. Lavage de sperme, c'est on va extraire les spermatozoïdes, puisque le virus du VIH va être présent dans le liquide séminal qu'il y a autour, dans toutes les protéines, etc., mais pas dans les spermatozoïdes. Je suis en train de les tenir au bout, là. Donc, le lavage de sperme, c'est ça, c'est faire de l'insémination artificielle par la suite, etc. Je suis étonné, je pense que j'ai enlevé des slides, donc ça a fait partir un truc. Pronostic, aujourd'hui, à plus ou moins 5 ans, l'espérance de vie des personnes séropositives est équivalente aux personnes séronégatives en Occident. Ça veut dire avec un suivi médical, un accès au traitement, avec une gestion d'environnement, de l'eau potable, de la bouffe. On va appeler ça comme ça. Mais à plus ou moins 5 ans près, aujourd'hui, l'espérance de vie est équivalente. Et ça, c'est important quand vous parlez de dépistage, puis de diagnostic, puis ma vie est foutue. Moi, ma première réponse, c'est non. Ça ne va pas être facile, mais elle n'est pas foutue. À quoi sont confrontées les personnes vivant avec le VIH? Évidemment, la stigmatisation. Comment on combat la stigmatisation? Ça prend des modèles positifs, ça prend des personnes qui disent « moi je vis avec le VIH, puis voilà ma vie ». On sait que ça marche beaucoup dans le milieu LGBT, dans les milieux de dévoilement, beaucoup de personnes non-binaires font des dévoilements médiatiquement, puis ça fait beaucoup d'effets.
Donc le stigma trouve aussi son lit dans le secret qui est autour du VIH, qui va avec. On dit oui, mais Charlie Sheen, non, Charlie Sheen s'est dévoilé pour lutter contre un chantage au dévoilement que lui faisaient ses ex-partenaires, donc c'est pas, j'appelle pas ça un modèle positif de dévoilement. Puis l'association avec les populations marginalisées, c'est les itinérants, c'est la sodomie, c'est le sexe sale, c'est le nombre de partenaires, ben, c'est pas vrai. Donc je n'ai pas d'autres mots pour dire que c'est pas vrai. C'est clair. On n'a pas tant de ça pour. Je vois qu'il y a une petite question. Tu peux continuer, puis les questions qui apparaissent, je vais juste les prendre en note et les poser à la fin. OK. Aspect légaux du dévoilement. C'est important quand on travaille dans une équipe d'intervention, etc. Puis je vais quand même prendre mon 2 minutes pour en parler. Le statut sérologique est confidentiel. On est tellement dans l'ère, effectivement, puis avec raison, là je vais venir après sur la criminalisation, mais on oublie aussi que le statut sérologique c'est confidentiel, même si vous travaillez en équipe de travail, même si vous avez des collègues, quelqu'un vous dit j'ai le VIH, vous n'avez pas le droit d'aller le dire à votre équipe de travail. Donc assurez-vous d'avoir vos balises éthiques aussi, de pouvoir dire bah, tu sais, tu viens de me dire ça, c'est important, est-ce que tu m'autorises à en parler à mon équipe? On va s'assurer que ce soit confidentiel. C'est important que la personne garde le contrôle de son dévoilement parce que ça peut avoir des impacts significatifs dans sa vie à extrêmement de niveau. Puis c'est un petit monde et on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un. Je pense ça aussi souvent dans les maisons qui ont besoin d'appeler les services d'urgence. Tu sais, ah bah allô, on a quelqu'un séropositif qui vient de tomber. Bah, ça va peut-être faire que la personne va être traitée différemment. Parfois, on pense que le dévoilement va prévenir, va empêcher. Non, c'est pas vrai. On est censé être traités tous pareil, précoce universelle. Attention aux enjeux de confidentialité de machine à café, de discussion d'ascenseur aussi. C'est très très important. Quand tu dis que quelqu'un a VIH, toute personne qui peut entendre ça va le noter, puis va l'enregistrer. Il appartient aux personnes de dévoiler ou non. Tu n'as pas le droit de le demander, tu n'as pas le droit de le dire. Tu n'es pas obligé de le dire, puis tu n'as pas le droit de le demander. Ça, c'est la règle de base, protégée par la charte, puis c'est un secret médical, etc. Exception. On aime ça, les exceptions. Et ça, c'est vraiment important de se questionner quel est mon degré de confidentialité quand j'appelle, puis que je dis « Salut, je suis un organisme SIDA, il y aurait quelqu'un à venir chercher en bus ou en taxi. » Bon, ben, je viens de dévoiler la personne. L'ambulance arrive dans la maison d'hébergement, on me demande c'est quoi ici, c'est une maison pour personnes séropositives. Je viens de dévoiler 13 personnes en pyjama qui vont, ou whatever, pour le dévoilement. C'est pas rien et c'est parfois beaucoup plus subtil alors qu'on ne veut pas dévoiler globalement. Bon, criminalisation, il y a eu une consultation, mais je sais que vous avez déjà tous répondu et travaillé votre sujet au niveau de la criminalisation ces derniers temps, oui. n'est-ce pas? C'est très complexe pour aller simplement. Rentrez pas là-dedans si vous ne connaissez pas votre sujet. C'est aussi simple que ça. La Coxida a un service VIH Info Droit, 2 avocates qui travaillent très très fort à ça. Allez demander avant de vous embarquer dans des sujets d'explication sur la criminalisation et la non-divulgation. Pour faire simple, la Cour suprême a compliqué les choses, ne fait pas ça en lien avec les données scientifiques existantes. Il y a une obligation de divulguer son statut, sauf s'il y a charge virale faible et port du condom, ce qui ne représente pas grand-chose dans la vie des personnes vivant avec le VIH, et ça crée un fardeau majeur. Donc, ne rentrez pas là-dedans si vous ne connaissez pas par cœur le sujet, consultez, demandez. Ne commencez pas à dire non plus tu n'es pas obligé de le dire si tu mets le condom et la charge virale, parce que là, vous venez peut-être de déclencher quelque chose autour de la personne, parce qu'il faudra qu'elle prouve qu'il y avait une charge virale, parce qu'il faudra qu'elle prouve qu'il y avait le condom, puis êtes-vous capable de prouver les jours où vous avez utilisé le condom? Donc, attention à ce qu'on veut dire aussi. On n'est pas là pour outiller les gens pour porter plainte contre des personnes séropositives quand il n'y a pas eu port du condom, ou etc. On n'est pas là pour ça. Et quand vous avez des gens qui vous appellent en vous disant « il m'a pas dit qu'il avait le VIH, puis comment je fais ?» Coxida, VIH Info Droit, c'est votre réflexe de base. Voilà, on en reparlera encore pendant des années, mais c'est vraiment important que vous preniez ça. C'est une position qui me semble assez recevable. D'autres exceptions, ne mentez pas sur le statut sérologique au niveau des assurances. Si vous mentez sur une condition médicale, eh ben, c'est une fraude aux assurances, c'est un crime fédéral, ça peut vous suivre pendant très longtemps. Les assurances collectives couvrent tout le monde, c'est le principe du collectif. Ils ne sont pas censés refuser quelqu'un qui vit avec le VIH ou une condition préexistante, mais les assurances individuelles peuvent parfois faire des formulaires de santé puis demander avez-vous, fumez-vous, etc., avez-vous le VIH. Ne mentez pas. Renseignez-vous auprès de VIH Info Droit, auprès de Geneviève et de la personne qui va remplacer Lise, mais ne faites pas de mensonges, c'est pas cool. Si votre dentiste vous demande, ça c'est un peu plus
tendancieux, là, demandez-lui pourquoi tu me le demandes, ça change quoi, Donc, il peut y avoir des discriminations derrière, mais au niveau des assurances, on est clairement dans une interdiction légale. On vous conseille de ne pas mentir. L'immigration, ça peut être un obstacle aussi en termes de dévoilement. Pour devenir résident permanent et donc citoyen canadien, il faut faire un test de dépistage du VIH, de tuberculose et des hépatites, entre autres. Donc, pour évaluer si la personne est un fardeau économique pour le système de santé canadien, le fameux, qui est tellement pire que le système américain depuis la semaine dernière. Mais c'est une blague. Mais voilà, c'est une exception aussi ça peut être une exception à la confidentialité. Puis je note aussi libre circulation dans le monde. Il y a beaucoup de pays dans le monde encore qui ont des restrictions sur le déplacement et l'accueil et l'immigration des personnes vivant avec le VIH. Moi, je dis souvent, c'est très près, puis ça concerne tout le monde. Depuis 2010 seulement, les personnes séropositives ont le droit de rentrer aux États-Unis. Avant 2010, c'était interdit. On pensait que c'était une mesure de protection de la population. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a encore beaucoup de pays dans lesquels on organise des conférences internationales de VIH où tu ne peux pas rentrer avec des médicaments antirétroviraux, etc. Donc ça, c'est encore des obstacles. Puis je ne l'ai pas noté, mais je le dis souvent, autour de la grossesse, là, le test, les menaces, puis les dépistages obligatoires pour des personnes qui sont en processus de procréation, pour des femmes enceintes, c'est quand même très présent. Ça arrive qu'on ait des appels de personnes, de femmes enceintes qui disent une force à faire un test de dépistage, je ne veux pas, puis c'est assez complexe comme situation, parce que si tu ne veux pas, pourquoi, etc. Tout ça, mais le désir d'enfant est parfois un moment de test / obligatoire, ça peut être un petit peu touché. Je pense que j'ai terminé. Bravo! 1h30 au lieu de 2h30, 3h. Patricia, je l'ai fait. Pour les gens, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans la boîte de commentaires. On va peut-être prendre un petit 5 minutes pour poser les questions que les gens ont déjà envoyées. Si jamais vous devez quitter parce que vous avez promis que ça finissait à midi, merci beaucoup d'avoir assisté. Merci à vous, merci infiniment. Donc, il y a quelqu'un qui se demandait, est-ce que le portail va mettre à jour, il va y avoir une nouvelle édition du guide VIH 101? Oui, on est en train d'y travailler, la version 3, elle sera peut-être moins papier, on essaye de mettre un petit peu plus à Internet, je vous laisse deviner pourquoi, un petit indice, c'est sur mes doigts, ça coûte cher. Et oui, on est en train de travailler à une mise à jour, le problème de notre version 2, c'est qu'on l'a faite quelques mois avant l'arrêt suprême de la Cour Mabior, l'arrêt Mabior de la Cour suprême, donc il est devenu obsolète très très rapidement, donc là on est en train de travailler justement une mise à jour. On est en train de changer la façon dont on parle du VIH. Est-ce qu'on veut monter toute l'histoire à chaque fois plutôt que de prendre une photo commencée en 2017? On est en train vraiment de travailler sur cette évolution-là. Stay tuned. On n'a pas d'argent pour le mettre à jour. Ça n'intéresse personne malgré la demande. Donc, on y travaille. Merci Charles de travailler à ça notamment. Et quelqu'un se demandait par rapport à faire un enfant finalement dans un couple sérodiscordant, est-ce que la PrEP, c'est suffisant comme méthode de prévention? Il y a 2 niveaux dans la question. On va, dans des couples différents, je vais utiliser différents plutôt que discordants, la PrEP va être préconisée pour le partenaire séronégatif en attendant, disons ça comme ça, que le partenaire séropositif atteigne une charge virale indétectable. Si on veut utiliser le traitement comme un moyen d'empêcher la transmission, on va favoriser la prise de traitement, mais souvent on ne va pas faire et PrEP et TASP, charge virale, traitement comme prévention pendant des années. A priori, ça ne sert à rien. Si tu dis qu'il n'y a pas de transmission, tu ne vas pas protéger de l'autre côté. Et oui, dans le processus de procréation, en cas de désir d'enfant, effectivement, ça peut être tout à fait intéressant. C'est à discuter, ça dépend des conditions de la personne. Là, tout le monde n'est pas candidat à la PrEP non plus. Puis c'est toxique, c'est lourd, ça a des attaques sur les reins, etc., potentiellement. Donc, c'est une possibilité, s'il n'y a pas de prendre une prophylaxie pré-exposition pour avoir des enfants avec un partenaire séropositif, traité ou non, etc. C'est ça. C'est des nouveaux paradigmes, mais c'est à discuter avec des cliniciens. Puis je me rappelle qu'il y avait une question sur la différence entre VIH1 et VIH2. Vous avez 2 voitures de modèles différentes, c'est toutes les 2 des voitures, mais ce n'est pas les mêmes voitures. Et bien VIH1, VIH2, c'est un peu le même principe. Les tests de dépistage vont dépister VIH1, VIH2 de manière non distincte, donc vous inquiétez pas là-dessus si c'est une question genre « mais j'ai peut-être un VIH2 puis que ça n'a pas été dépisté », c'est pas le cas. VIH2, par exemple, c'est beaucoup en Afrique subsaharienne. C'est une mineure dans l'épidémie, c'est beaucoup moins répandu que le VIH1. Et on constate souvent que c'est un virus moins agressif, les gens développent moins
rapidement une phase sida. La charge virale est moins élevée, mais c'est vraiment très très minoritaire, puis c'est anecdotique en dehors de l'Afrique subsaharienne. La majorité de l'épidémie ici, c'est un VIH1. C'est juste une différence de souche génétique. Il n'y a vraiment pas plus au niveau clinique, on voit des différences d'évolution de la maladie, mais sinon, il n'y a pas vraiment de particularité à s'y connaître. Voilà. Voilà, c'est clair. C'est bon. S'il n'y a pas d'autres questions, les gens t'ont remercié chaleureusement. C'était très intéressant. Merci. À mon tour de te remercier. Merci beaucoup d'avoir relevé le défi. Merci à vous. De faire le 101 comme ça. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à Michel au soutien technique. Donc, je vais vous envoyer un formulaire d'évaluation par courriel. C'est toujours apprécié si vous le remplissez. Puis, on va vous informer des webinaires dans le futur par courriel. On va vous informer des webinaires qui vont s'en venir par courriel. Ouais, le webinaire des malaises aussi. Voilà. On a bien aimé le concept. On va sans doute faire Oui, la prochaine fois, il va y avoir des attentes. Pierre-Henri, quand ça va venir. Merci à vous en tout cas. Mais merci tout le monde, puis bon dîner.